Chaque matin, Lucie emmène ses 2 chevaux loin de la ferme, l'estomac noué par un secret qui menace tout ce qu'elle connaît. Elle redoute l'instant où leurs pas franchiront la limite qui dévoilera son pouvoir au grand jour. Le soleil n'était même pas encore levé lorsque la petite Lucie, tout juste âgée de 8 ans, sortit en douce de la vieille maison en bois où elle vivait avec ses parents. Chaque matin, elle enfilait ses bottes en caoutchouc, attrapait un gilet un peu trop grand pour elle et filait dans la fraîcheur de l'aube. Personne ne savait vraiment où elle allait, ni pourquoi elle partait si tôt, pas même sa mère qui, en la voyant se faufiler dehors, lui disait simplement de faire attention. Lucie, elle, gardait toujours le même sourire discret, comme si elle seule connaissait un secret qu'aucun adulte ne pouvait comprendre. Sur la colline qui surplombait la maison, on trouvait un petit enclos rudimentaire, construit avec des planches et des branches de chêne. À l'intérieur se tenaient 2 chevaux miniatures, à peine plus hauts que la fillette. L'un était d'un brun noisette au poil doux, l'autre noir ébène aux yeux vifs. Tout le monde s'étonnait qu'une enfant puisse s'occuper de ces créatures exigeantes, mais Lucie agissait avec une délicatesse et une détermination qui forcèrent le respect de ceux qui l'observaient de loin. Pourtant, rares étaient les curieux qui venaient s'attarder près de ce pré mal clôturé, car la rumeur dans le village voulait qu'il y ait chez Lucie et ses chevaux quelque chose d'étrange. Chaque matin, elle répétait le même rituel. Elle passait d'abord de longues minutes à caresser le front de chacun des poneys, murmurant des mots inaudibles dont elle seule avait le secret. Puis elle défaisait la petite chaîne du portail, ouvrait la barrière grinçante et invitait les 2 chevaux à la suivre. La scène aurait pu sembler banale si elle ne se répétait pas dans un silence presque solennel. Lucie marchait devant, ses pas encore un peu incertains dans l'herbe humide, tandis que les chevaux la suivaient d'instinct, sans même qu'elle ne tire sur la moindre longe. Ils la suivaient comme si son appel était irrésistible, comme si la fillette exerçait sur eux une force invisible et bienveillante. Le parcours matinal conduisait la petite troupe à travers des bosquets d'aubépines et de noisetiers, le long d'un ruisseau scintillant jusqu'à une clairière où la lumière du jour naissant perçait doucement. C'est là que Lucie s'arrêtait. Elle laissait les poneys paître tranquillement, puis s'asseyait sur une vieille souche, serrant ses genoux contre sa poitrine, le regard perdu dans la brume matinale. De temps en temps, elle fermait les yeux et inspirait profondément, comme si elle puisait dans la forêt une énergie mystérieuse. Les poneys, eux, broutaient, sans crainte, levant de temps en temps la tête pour vérifier qu'elle était toujours là. Au village, certains se souvenaient de la première fois que ces chevaux, presque abandonnés, étaient apparus au sommet de la colline. C'était peu après l'installation de la famille de Lucie, venue reprendre la ferme en ruine de son grand-oncle décédé. Le père de Lucie, homme discret, avait retapé la maison comme il pouvait, réparé les toits qui prenaient l'eau et réhabilité quelques enclos pour tenter d'y élever un peu de bétail. Un matin, un colporteur était arrivé avec une vieille carriole tirée par 2 minuscules chevaux, épuisés et craintifs. Personne ne sut jamais ce qu'il s'était dit, mais le lendemain, les chevaux étaient restés et le colporteur était reparti seul, un vague sourire sur le visage. Depuis ce jour, Lucie veillait sur eux comme s'ils étaient les gardiens d'un précieux trésor. Dans la petite école communale, la maîtresse s'inquiétait souvent de voir Lucie si distraite. Les yeux de la fillette se perdaient souvent par la fenêtre, surtout le matin, comme si elle attendait avec impatience l'instant où elle pourrait quitter la classe et retrouver ses protégés. En récréation, les autres enfants restaient à distance, un peu intimidés par cette élève silencieuse qui n'aimait pas trop les jeux bruyants ni les moqueries. Seule Margot, une voisine de classe, osait parfois s'approcher et demander « Tu vas encore t'occuper de tes petits chevaux après l'école ?» Lucie souriait doucement en hochant la tête, sans jamais donner plus de détails. La directrice, Madame Alain, était plus suspicieuse. Elle voyait bien que Lucie échappait aux règles habituelles, qu'elle avait un lien rare avec ses animaux
et cela l'intriguait. Un jour, elle demanda à la mère de Lucie, lors d'une réunion, si tout allait bien à la maison, si la fillette ne passait pas trop de temps seule. La mère, un peu embarrassée, tenta d'expliquer que Lucie était simplement très protectrice, qu'elle avait toujours aimé les animaux. Elle a un don pour les rassurer, vous savez, avait-elle confié à la directrice. Mais Madame Alain avait seulement piné les lèvres, visiblement perplexe. Pendant ce temps, Lucie continuait son rituel quotidien sans se douter des interrogations qui circulaient à son sujet. Avant l'aube, elle était déjà auprès de ses chevaux, leur chuchotant des phrases si douces qu'on aurait dit des berceuses. Parfois, elle fermait les yeux et posait son front contre leur encolure, comme si elle partageait un secret intime avec eux. Puis, elle les emmenait à la clairière, s'installait sur sa souche favorite et laissait le temps s'écouler, absorbée par le chant discret des oiseaux et le bruit apaisant du ruisseau. Personne ne devinait qu'au cœur de cette routine matinale se cachait quelque chose de bien plus profond qu'un simple attachement à des poneys. Personne n'aurait pu imaginer la raison pour laquelle ces chevaux semblaient si dociles entre les mains d'une enfant, ni pourquoi Lucie avait cette fascination presque mystique pour la nature alentour. Les rares promeneurs qui s'étaient aventurés dans la forêt à cette heure matinale racontaient avoir vu, de loin, la fillette au milieu de ses chevaux, entourée d'un halo de brume, comme une scène sortie d'un conte ancien. Un matin, alors que Lucie conduisait une nouvelle fois ses amis dans la clairière, elle sentit quelque chose de différent dans l'air. Le ciel était chargé de nuages sombres, l'aube semblait tarder à percer et un vent froid parcourait la forêt. Les poneys se montraient plus nerveux que d'habitude, leurs oreilles s'agitant à la moindre branche qui craquait. La petite fille, pourtant, ne se laissa pas impressionner. Elle flatta doucement le cou de chacun, chuchota ses mots secrets et continua d'avancer. Arrivée à la clairière, l'herbe était givrée, comme si la nuit avait été plus rude que prévu. Lucie s'assit sur la souche humide, luttant contre la fraîcheur qui lui mordait les joues. Soudain, un craquement inattendu retentit, bien plus sonore qu'une branche morte. Les poneys sursautèrent, le regard braqué vers l'orée du sous-bois. Lucie se redressa aussitôt, le cœur battant. Les feuillages remuèrent, et deux silhouettes apparurent, un homme et une femme, emmitouflés dans de lourds manteaux, avançant prudemment dans la pénombre. Lucie n'avait jamais vu personne d'extérieur venir jusqu'ici à cette heure. Pourtant, ces deux adultes semblèrent savoir exactement où ils allaient. Ils s'approchèrent lentement, comme pour ne pas effrayer les petits chevaux. Lucie ressentait un mélange de méfiance et de curiosité. L'homme, grand, avec une barbe légèrement grisonnante, s'arrêta à quelques mètres de la fillette. Ses yeux passaient de Lucie au poney, puis de nouveau à Lucie, comme s'il essayait de comprendre la scène qu'il avait sous les yeux. La femme, plus réservée, inspectait les alentours, notant sans doute la simplicité de l'endroit, la souche où Lucie s'asseyait, les brins d'herbe gelés et le vieux tronc fendu qui servait d'abri naturel. « Bonjour », finit par dire l'homme d'une voix douce. « Je m'appelle Julien et voici Élodie. On ne voulait pas te faire peur. On cherchait simplement... » Il s'interrompit, comme si les mots lui manquaient. Lucie posa la main sur le flanc de son poney noir, sentant les muscles tendus de l'animal. « Vous cherchez quoi ?» demanda-t-elle, sans agressivité, mais avec une pointe de tension dans la voix. L'homme échangea un regard avec sa compagne, puis se racla la gorge. On a entendu parler d'une petite fille qui se promène tous les matins avec 2 chevaux, et on s'est dit qu'on devait venir voir par nous-mêmes. Sa phrase resta en suspens, comme s'il hésitait à en dire plus. La femme, Élodie, avança d'un pas, un léger sourire aux lèvres. « Nous aussi, on aime beaucoup les chevaux », expliqua-t-elle. « Mais on a surtout entendu dire que... » Elle jeta un coup d'œil à Julien, qui hocha la tête pour l'encourager à poursuivre. « Que tu ferais des choses assez surprenantes ici, dans la forêt. » Le cœur de Lucie se serra.
Elle ne savait pas ce que les adultes avaient pu raconter dans le village. Certains la jugeaient bizarre, d'autres disaient qu'elle avait un don étrange. Elle n'aimait pas qu'on la regarde comme un phénomène de foire. Alors, elle serra les lèvres et ne répondit rien, espérant peut-être que ces inconnus comprendraient qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Mais au lieu de s'offusquer, Julien sourit gentiment. « Tu sais, on ne veut rien te reprocher ni te faire de mal. En fait, on espérait juste parler un peu avec toi, comprendre ce qui t'attire ici chaque matin. » Lucie sentait qu'il disait la vérité. Il n'y avait rien de menaçant dans son regard. La fillette remarqua même une forme de compassion, comme s'il pressentait que ce qu'elle vivait ici était précieux. Silencieusement, Lucie se leva. Les poneys la suivirent d'un pas prudent, mais pas apeuré. Elle fit quelques pas vers Julien et Élodie, sans lâcher sa garde. « Je m'appelle Lucie, » dit-elle enfin, la voix un peu timide. « Et eux, ce sont Nuage et Prince. » Elle montra respectivement le poney brun et le noir. Les deux adultes sourirent, visiblement soulagés que la fillette leur parle. « Enchanté, Nuage et Prince », plaisanta Élodie en faisant une petite révérence comme si elle s'adressait à la cour d'un château. Lucie ne rit pas, mais elle esquissa un sourire. « Pourquoi vous êtes venus ?» demanda-t-elle, plus franchement cette fois. Julien échangea un nouveau regard avec Élodie, puis soupira. « On a entendu des histoires dans le village. Ils disent que tu emmènes tes chevaux chaque matin et que, parfois, on voit des choses étranges, comme des éclats de lumière, ou qu'on entend un murmure dans les arbres, et après ton passage, certains trouvent de petites fleurs qui ne poussaient pas là avant. » La fillette baissa la tête. Elle savait que les gens racontaient toutes sortes de rumeurs, parfois absurdes. Mais elle sentait aussi qu'il y avait un fond de vérité. Depuis des mois, elle observait la nature se transformer dans son sillage, comme si ses balades matinales avec Nuage et Prince laissaient une trace vive. Seulement, elle n'avait jamais parlé de tout cela à personne, car elle-même ne comprenait pas entièrement ce qui se passait. Elle se contentait de ressentir cette étrange communion avec ses chevaux et la forêt. Quand elle releva les yeux, elle aperçut un mélange d'excitation et d'incertitude sur le visage de Julien. « Tu sais, Lucie, on ne veut pas te dénoncer, ni t'attirer des ennuis, » dit-il. « Mais on pense qu'il se passe ici quelque chose d'incroyable, et on aimerait vraiment savoir. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ?» À ces mots, Lucie sentit son cœur tambouriner. Elle jeta un regard à Nuage et Prince, comme pour chercher du courage. Les deux poneys ne semblaient pas inquiets, juste attentifs. Alors, la fillette prit une longue inspiration. Elle avait toujours gardé son secret pour elle, par crainte d'être considérée comme une menteuse ou pire, comme un monstre. Pourtant, en observant Julien et Élodie, elle comprit qu'ils n'étaient pas là pour se moquer. Peut-être qu'ils pouvaient entendre la vérité sans la juger. La voix de Lucie se fit presque imperceptible lorsqu'elle murmura « Je ne sais pas si vous allez me croire, mais… » Elle s'interrompit, sentit ses joues s'empourprer, puis reprit d'un ton plus ferme. « Parfois, quand je suis avec Nuage et Prince, je ressens quelque chose, comme une force qui traverse mes mains quand je les touche, et je crois que ça vient aussi de la forêt. Je ne saurais pas l'expliquer, mais quand on est ensemble, je peux… » Elle hésita à finir sa phrase, redoutant leur réaction. Julien et Élodie l'écoutaient avec tant d'attention que la fillette en eut presque les larmes aux yeux. Elle inspira une dernière fois, puis lâcha son secret. « Je peux guérir certaines blessures ou faire refleurir des plantes mortes. » Elle s'arrêta net, attendant un éclat de rire ou des regards incrédules. Pourtant, aucun des deux adultes ne se moqua. Au contraire, ils semblaient bouleversés, comme si ce qu'ils entendaient faisait écho à quelque chose de profondément enfoui en eux. Lucie, le souffle court, caressa machinalement la crinière de Prince. Elle venait de révéler l'impensable, ce pouvoir secret qui la liait à ses chevaux et à la nature depuis des mois, sans qu'elle en comprenne tous les contours.
Maintenant qu'elle avait parlé, elle ignorait ce qui se passerait. Mais au fond d'elle, elle sentait aussi un léger soulagement. Elle n'était plus seule. Julien et Élodie échangèrent un long regard, touchés par la sincérité dans la voix de Lucie. Il y eut un bref silence, uniquement troublé par le souffle des deux poneys et le bruissement discret du vent dans les arbres. Puis Élodie s'avança d'un pas et posa doucement sa main sur l'épaule de la fillette, comme pour la rassurer. « Lucie, je te crois », murmura-t-elle. « Je ne sais pas tout ce que tu ressens, mais je vois bien qu'il se passe ici quelque chose d'exceptionnel. » Julien hocha la tête, confirmant les propos de sa compagne. « Si tu as besoin de parler, si tu as besoin d'aide, on peut être là. Tu n'as plus à porter ce secret toute seule. » Lucie sentit un frisson d'émotion la parcourir. Depuis si longtemps, elle craignait que les adultes la jugent, la traitent de menteuse ou de folle. Or, ces deux inconnus la prenaient au sérieux, faisant preuve d'une compréhension qu'elle n'avait jamais obtenue jusque-là. Les poneys, comme intrigués, s'approchèrent à leur tour. Nuage, le brun, frotta doucement son museau contre le bras de Julien, tandis que Prince agitait ses petites oreilles en direction d'Élodie. Lucie observa la scène en silence, un léger sourire flottant sur son visage. D'ordinaire, les deux chevaux restaient méfiants envers les gens qu'ils ne connaissaient pas, mais cette fois, on aurait dit qu'ils approuvaient la présence du couple. Peut-être percevaient-ils la bienveillance qui émanait d'eux, cette forme de compassion qui réchauffait le cœur de la fillette. Peu à peu, la tension retomba, et Lucie s'aperçut que le froid mordant du matin avait disparu de sa conscience. C'était comme si le simple fait d'avoir avoué son don avait allégé l'atmosphère. Julien proposa alors qu'ils fassent un petit tour ensemble, juste pour voir comment Lucie agissait avec Nuage et Prince. La fillette acquiesça timidement. Elle n'avait encore jamais montré à qui que ce soit le rituel qu'elle accomplissait chaque jour. Pourtant, elle se sentait prête à laisser ces deux personnes l'observer. Peut-être qu'ainsi, il comprendrait mieux son lien avec la nature. Alors, tous les quatre s'engagèrent dans le sentier qui serpentait entre les arbres. Lucie ouvrait la marche d'un pas tranquille, Nuage et Prince à ses côtés, et Julien et Élodie un peu en retrait. Les chevaux marchaient sans bride ni longe, libres de s'arrêter pour brouter ou d'écarter la tête quand une branche se trouvait sur leur chemin. Pourtant, ils ne s'éloignaient jamais de Lucie, comme si un fil invisible les reliait. Élodie retenait parfois un soupir émerveillé, apercevant la façon dont les poneys s'accordaient au rythme de la fillette, guidée par une force qu'elle ne pouvait définir. Après quelques minutes, Lucie amena son petit troupeau vers un endroit où le ruisseau s'élargissait pour former un minuscule bassin. C'était là que, chaque matin, elle laissait les chevaux s'abreuver et se rafraîchir. Sur la berge tapissée de mousse, on voyait encore les traces de sabots et l'emplacement où Lucie s'asseyait souvent, à demi cachée par des fougères. Pendant que Nuage et Prince se penchaient pour boire, Lucie s'accroupit près de l'eau et posa la paume de sa main sur la surface liquide. Julien et Élodie, intrigués, s'approchèrent en silence. L'enfant ferma les yeux et murmura quelque chose que les deux adultes ne saisirent pas. Pourtant, ils virent l'eau se troubler légèrement, comme si un petit remous se formait au contact de sa main. Quelques feuilles mortes se mirent à dériver plus rapidement et disparurent en aval. « Tu viens de faire quoi ?» demanda Élodie, les yeux écarquillés. Lucie releva la tête, le regard un peu perdu. « Je ne sais pas vraiment expliquer », avoua-t-elle, la voix teintée d'émotion. « Depuis quelque temps, quand je touche l'eau, j'ai l'impression de ressentir toutes les choses vivantes autour de moi, comme si l'eau me montrait où aller, ce qui a besoin d'aide. » Julien, perplexe, observa la fillette avec respect. « Et tu sens ça aussi avec les chevaux ?» ajouta-t-il. Lucie hocha la tête. « Eux, c'est encore plus fort. Quand je suis avec eux, je peux calmer leur douleur ou les rassurer quand ils ont peur. » Le visage de Julien se durcit légèrement, comme s'il comprenait soudain l'ampleur de ce que Lucie portait sur ses frêles épaules. Les gens du village
Ils t'ont déjà posé des questions à ce sujet? Lucie baissa les yeux, un peu embarrassée. Pas vraiment. Je crois qu'ils ne savent pas trop quoi penser de moi. Ils racontent des rumeurs, mais ils ne me demandent rien directement. La fillette tourna la tête en direction de ses poneys qui mâchouillaient tranquillement quelques brins d'herbe. Papa et maman disent juste que je dois faire attention, que je ne dois pas trop parler de ça. Ils ont peur que les gens se moquent de moi ou me croient dangereuse. Élodie sourit avec douceur. Tu n'es pas dangereuse, Lucie. Ton don est unique et tu as déjà fait plus de bien autour de toi que la plupart des gens ne feront jamais. Julien acquiesça, mais une ombre passa sur son visage. Seulement, le monde n'est pas toujours prêt à accepter ce qu'il ne comprend pas, dit-il. Les gens ont tendance à rejeter ce qui leur fait peur. Lucie sentit un pincement au cœur, consciente de la justesse de ses mots. Peut-être était-ce pour ça que, parfois, dans la cour de l'école, elle se sentait si différente. Les autres enfants, sans le vouloir, lui faisaient de comprendre qu'elle n'était pas comme eux. Elle communiquait mieux avec ses poneys qu'avec ses camarades de classe. Au bout d'un moment, ils rebroussèrent de chemin pour retourner vers la clairière. Avant de se séparer, Julien proposa à Lucie de repasser la voir. « On pourrait t'aider à mieux comprendre ce que tu fais, peut-être trouver des livres sur la nature, les énergies, tout ça ?» suggéra-t-il, un brin maladroitement. « Je ne suis pas un spécialiste, mais je sens que tu mérites d'être écoutée. » Lucie ne sut quoi répondre sur le moment. Elle se contenta de hocher la tête, émue par cette sollicitude inattendue. Avant de partir, Élodie déposa un petit carnet dans la main de la fillette. « Note ce que tu ressens, d'accord? Parfois, écrire aide à mieux apprivoiser ce qu'on ne comprend pas encore. » Le crépuscule approchant, Lucie décida qu'il était temps de ramener Nuage et Prince dans leur enclos sur la colline. Julien et Élodie la regardèrent s'éloigner dans l'ombre naissante, les deux poneys toujours fidèles à ses côtés. Lorsqu'elle disparut entre les arbres, un silence profond s'installa. Les deux adultes se tournèrent l'un vers l'autre. « Tu réalises ce qui vient de se passer ?» murmura Élodie, les yeux brillants d'émotion. Julien, pensif, se contenta de répondre. « Cet enfant est comme un pont entre la nature et nous. On ne peut pas la laisser seule là-dedans. » De retour à la maison, Lucie reçut un accueil habituel de la part de sa mère, affairée en cuisine. « Tu étais encore partie avec tes chevaux ? Il va falloir que tu penses à faire tes devoirs, ma chérie, » lui rappela-t-elle d'un ton affectueux mais ferme. Lucie hocha la tête, esquissa un sourire et monta dans sa chambre. La maison était modeste, chaque pièce donnait l'impression d'être à l'étroit, mais Lucie n'y prêtait plus attention depuis longtemps. Une fois dans sa chambre, elle sortit le petit carnet qu'Élodie lui avait offert et l'observa en silence. La couverture en cuir était sobre, les pages encore immaculées. Lucie approcha le carnet de son visage, humant l'odeur du papier neuf. Elle hésita un instant, prit un crayon, puis inscrivit quelques mots. « Aujourd'hui, j'ai parlé de mon secret. 2 personnes m'ont écouté. » Elle s'arrêta, le cœur battant à l'idée de confier ses pensées à ces pages. Son écriture tremblait un peu, mais elle continua. « Ils disent que je ne suis pas dangereuse. Ils me croient, et moi, je leur fais un peu confiance. » Lorsqu'elle releva la tête, elle aperçut son reflet dans la vitre qui donnait sur la nuit noire. Elle vit une fillette à l'air sérieux, les cheveux ébouriffés par le vent, le visage encore marqué par l'émotion. Les jours suivants, Lucie ne vit pas Julien et Élodie. Elle continua son rituel du matin, partant avant l'aube pour mener Nuage et Prince dans la clairière. À l'école, les leçons se succédaient et la directrice, Madame Alain, restait toujours aussi méfiante. Lucie sentait son regard perçant la suivre parfois dans le couloir, comme si elle guettait la moindre anomalie. Malgré cela, la fillette cultivait en elle une joie nouvelle. Elle n'était plus la seule à porter ce secret. Julien et Élodie en savaient désormais assez pour comprendre le fardeau qu'elle portait. Pourtant, elle gardait aussi une certaine appréhension.
craignant que leur curiosité ne finisse par trop attirer l'attention. Finalement, un dimanche matin, alors que Lucie s'apprêtait à descendre la colline avec ses poneys, elle aperçut au loin 2 silhouettes qui montaient en sa direction. D'abord inquiète, elle reconnut rapidement la silhouette élancée d'Élodie et la carrure rassurante de Julien. Ils portaient des sacs, sans doute remplis de provisions ou de livres, et lui firent un signe de la main dès qu'ils l'aperçurent. Lucie sentit son cœur se réchauffer. Ils étaient revenus, et cette fois, ils semblaient avoir préparé quelque chose de précis. Lorsque le couple arriva près de l'enclos, Lucie était déjà en train de brosser Nuage, le regard serein. « Bonjour, Lucie », lança Élodie avec enthousiasme. « On s'est dit qu'on pourrait passer la journée avec toi, si tes parents sont d'accord. » « Bien sûr. » À ces mots, la fillette jeta un coup d'œil vers la maison. Son père venait de sortir sur le perron, curieux de voir qui pouvait bien venir à une heure aussi matinale. Lucie expliqua rapidement à ses parents que ses visiteurs l'avaient aidée une fois dans la forêt et qu'ils voulaient juste passer du temps avec elle et les chevaux. Le père haussa un sourcil, intrigué, mais finalement, il laissa faire, sans doute soulagé de voir que sa fille, habituellement si solitaire, avait trouvé des amis plus âgés, mais peut-être plus bienveillants que bien des gens du village. Julien et Élodie examinèrent l'enclos de fortune et proposèrent de donner un coup de main pour le consolider. Les planches étaient usées et la barrière menaçait de céder au moindre coup de vent. Lucie aida comme elle put, tenant les clous ou passant le marteau, tandis que Julien montrait comment fixer correctement les planches. Élodie, elle, expliquait l'importance de rendre l'espace confortable pour les poneys, soulignant que des animaux en confiance se montraient toujours plus réceptifs. Au fil de la matinée, la conversation s'orienta sur le fameux « secret » de Lucie. Timidement, la fillette décrivit quelques-uns de ces moments où elle avait senti ses mains s'illuminer d'une chaleur étrange, comme lorsqu'elle avait soigné une petite blessure que Nuage s'était faite à l'étable. Élodie, fascinée, notait tout dans un carnet, posant des questions précises sur les sensations, la durée ou l'état émotionnel dans lequel Lucie se trouvait. Julien, plus silencieux, écoutait attentivement, portant parfois son regard sur la forêt alentour, comme s'il cherchait à percer le mystère de cette énergie. À l'heure du déjeuner, les parents de Lucie, un peu impressionnés par l'assurance et la politesse de leurs visiteurs, proposèrent de partager un repas improvisé. Julien accepta avec plaisir, tandis qu'Élodie sortait déjà quelques victuailles de son sac. On dressa une table sommaire dans la cour, tout près du potager familial. Lucie restait un peu en retrait, pas habituée à ce genre d'animation, mais contente malgré tout que ses parents prennent le temps de découvrir ce nouveau lien qu'elle entretenait avec le couple. Il n'y eut pas de grandes révélations pendant le repas, mais l'ambiance était détendue, presque joyeuse. La mère de Lucie, qui surveillait sa fille du coin de l'œil, remarqua qu'elle riait davantage, comme si un poids venait de sauter de son âme. Quand l'après-midi fut bien entamé, Lucie proposa d'emmener tout le monde à la clairière. Ses parents hésitèrent. La mère devait préparer le repas du soir, le père finir un petit travail à l'atelier. Mais ils acceptèrent que Lucie y aille avec Julien et Élodie. Les poneys, ravis de se dégourdir les jambes, filèrent devant, galopant enjoués jusqu'aux premiers arbres. Lucie expliqua qu'elle connaissait un raccourci pour éviter le terrain marécageux et ils s'enfoncèrent dans la forêt dans une atmosphère de complicité tranquille. Lorsqu'ils atteignirent la clairière, Lucie s'arrêta comme chaque matin. Malgré l'heure avancée, l'endroit conservait cette aura de sérénité, baigné dans une lumière chaude de fin de journée. Nuages et princes s'ébrouèrent, secouant leurs crinières brillantes. Élodie, le souffle un peu court, s'émerveilla. On dirait un lieu magique. Julien acquiesça, contemplant l'herbe qui, malgré la saison, restait étonnamment verte. Lucie, silencieuse, s'approcha de la souche où elle avait l'habitude de s'asseoir et posa la paume de sa main sur l'écorce moussue.
Elle resta ainsi quelques secondes, ferma les yeux, puis se tourna vers eux. « Je crois que j'aimerais vous montrer quelque chose. » Lucie resta un instant immobile, la main posée sur la souche, avant de se tourner vers Julien et Élodie avec un air à la fois craintif et résolu. Les deux adultes, intrigués, s'approchèrent lentement, faisant attention à ne pas brusquer la fillette. Nuage et Prince, les sens en alerte, dressèrent les oreilles comme s'ils pressentaient quelque chose d'important. « Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, » murmura Lucie, baissant un peu la voix. « Mais chaque fois que je me concentre ici, je ressens une force qui traverse la forêt. C'est comme si elle était vivante et qu'elle me parlait. » Elle ferma les yeux, inspira profondément, puis posa l'autre main à plat sur le tronc moussu. Julien et Élodie échangèrent un regard rapide. Ils ressentaient déjà la singularité de cet endroit, sa tranquillité presque irréelle, mais rien ne les avait préparés à ce qu'ils allaient voir. Lucie se mit à chuchoter, prononçant des mots indistincts, comme une comptine sans rime logique. Au fur et à mesure, les feuilles qui tapissaient le sol semblèrent frémir, et une légère brise se leva soudain, faisant onduler l'herbe autour de la souche. Les poneys, loin de s'effrayer, s'approchèrent au contraire plus près, tendant leur museau vers la fillette. La lumière du soleil couchant traversait les frondaisons, projetant des taches dorées sur la clairière. Sous leurs yeux ébahis, de fines pousses se mirent à jaillir entre les racines du vieil arbre, comme si les graines, enterrées depuis des lustres, trouvaient soudain l'élan de percer la surface. Élodie porta une main à sa bouche, bouleversée. Julien, lui, fronça les sourcils, partagé entre le scepticisme et l'émerveillement. Puis, tout aussi rapidement, la brise retomba, et Lucie ouvrit les yeux. Son visage était pâle, comme si cet échange avec la forêt lui avait coûté beaucoup d'énergie. Elle se laissa tomber à genoux, s'appuyant contre la souche pour ne pas perdre l'équilibre. Élodie s'empressa de la rejoindre, posant une main inquiète sur son épaule. « Ça va » demanda-t-elle d'une voix douce. Lucie acquiesça faiblement. « Oui, ça va. Je suis juste un peu fatiguée. » Les nouvelles pousses, encore fragiles, ondulaient légèrement dans la lumière, témoins vivants du phénomène qui venait de se produire. Julien regardait la scène comme s'il peinait à croire ce qui venait de se passer sous ses yeux. « Lucie, est-ce que tu fais cela souvent ?» questionna-t-il en se baissant à son tour pour lui parler face à face. La fillette parut hésiter, puis répondit « Pas vraiment. Ça demande beaucoup de concentration. Et je ne sais jamais quand ça va marcher. Parfois, je sens juste que les plantes autour de moi ont besoin d'un coup de pouce. D'autres fois, c'est comme si tout s'illuminait et je ne peux pas contrôler. » Élodie, qui avait toujours la main sur l'épaule de l'enfant, sentit un léger frisson parcourir Lucie. « On dirait que tu captes une sorte d'énergie vitale, » murmura-t-elle. Comme si la forêt te reconnaissait et te laissait agir en son nom. » La fillette, fatiguée, haussa vaguement les épaules. « J'ai essayé de l'expliquer à mes parents, mais ils pensent que j'ai juste beaucoup d'imagination. Je ne veux pas les inquiéter, alors je n'insiste pas. » Nuage et Prince vinrent glisser leur museau contre les cheveux de Lucie, comme pour la réconforter. Élodie et Julien, eux, restèrent silencieux. Jamais ils n'auraient cru possible un tel phénomène sans l'avoir vu. Quelque chose dans la sincérité de Lucie, dans la vérité brute de ce qu'ils venaient de vivre, les poussait à accepter l'inexplicable. Après un moment, Lucie reprit son souffle et parvint à se relever, s'appuyant sur la souche. « Je crois qu'il vaut mieux qu'on rentre maintenant, » dit-elle doucement. « Je me sens un peu vidée. » Les deux adultes acquiescèrent et l'aidèrent à marcher, tandis que les poneys suivaient sans faire d'histoire. En sortant de la clairière, un sentiment étrange planait, une impression de sérénité mêlée à l'exaltation, comme si chacun mesurait la portée de cette découverte, tout en se demandant ce que cela signifierait pour la suite. Ils firent le chemin du retour dans un silence presque religieux, ponctué seulement par le crissement des branchages sous leurs pas.
Quand ils arrivèrent en vue de la maison, le soleil était désormais bas, jetant des lueurs roses et oranges sur la colline. Le père de Lucie, occupé à ranger ses outils, leva les yeux et les salua. « Déjà de retour ?» lança-t-il. « Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant là-haut ?» Julien, mal à l'aise, esquissa un sourire évasif. « On a simplement profité du paysage. » Lucie se glissa jusqu'à l'enclos pour laisser nuages et prince en sécurité, puis s'avança vers la porte d'entrée, la tête encore pleine d'images. Sa mère, qui préparait le dîner, lui adressa un regard curieux. « Tu as l'air pâle, ma chérie. Tu es sûre que tout va bien ?» Lucie hocha la tête en signe de oui, mais ne put s'empêcher de laisser échapper un bâillement. « Je crois que je vais monter me reposer un peu, maman. » Les parents échangèrent un regard, vaguement inquiet, tandis que la fillette montait l'escalier. Julien et Élodie, quant à eux, se retrouvèrent dehors avec le père de Lucie. Ce dernier, d'un ton cordial, les invita à partager un café dans la cuisine. Ils acceptèrent, ne sachant trop quoi raconter ou comment formuler ce qu'ils avaient vu. Les adultes s'installèrent autour de la table, la mère de Lucie déposant 3 tasses fumantes devant eux. « Alors, vous êtes de la région ?» s'enquit-elle poliment, pour lancer la conversation. Julien expliqua qu'ils habitaient à quelques kilomètres de là, dans un petit hameau, et qu'ils adoraient se promener en forêt. Élodie compléta en disant qu'il s'était lié d'amitié avec Lucie un peu par hasard, en la rencontrant un matin avec ses chevaux. Le père resta silencieux, observant les 2 visiteurs. Il avait toujours été protecteur envers sa fille, conscient qu'elle était différente. Mais il ne savait pas comment aborder la question. Finalement, il rompit le silence. « Lucie vous a peut-être parlé de ses petites excentricités. J'espère qu'elle ne vous ennuie pas trop avec ses histoires. » Une ombre passa sur le visage d'Élodie, qui reconnut dans ces mots une forme de gêne paternelle, comme si cet homme aimait infiniment sa fille, mais craignait les conséquences de sa différence. « Pas du tout, » répondit-elle avec un sourire chaleureux. « Elle nous a seulement montré combien elle aime la nature. C'est une enfant très sensible, vous savez. C'est rare de voir ça de nos jours. » Julien acquiesça, levant sa tasse de café à ses lèvres. « Elle a un sacré potentiel, votre Lucie. Je pense que vous pouvez être fier d'elle. » Le père haussa légèrement les sourcils, partageant un regard perplexe avec sa femme. « Oh, on l'est, mais on s'inquiète aussi. Dans le village, certaines langues se délient facilement. On ne voudrait pas qu'on la montre du doigt. » Élodie comprit l'angoisse parentale. Elle-même ignorait comment réagiraient les habitants s'ils connaissaient toute l'ampleur de ce que la fillette pouvait faire. Mieux valait sans doute protéger Lucie de rumeurs malveillantes. « Je crois qu'il vaut mieux y aller en douceur », suggéra-t-elle doucement. « Lucie a besoin de personne qui la soutienne, pas qui la juge. » Le père soupira, comme soulagé de voir que ses craintes étaient comprises. « Merci, » dit-il simplement. « J'espère que vous resterez un peu dans les parages. Lucie n'a pas beaucoup d'amis. » Le crépuscule enveloppait déjà la maison, lorsque Julien et Élodie prirent congé, promettant de repasser bientôt. Dans la chambre, Lucie, allongée sur son lit, tentait de mettre de l'ordre dans ses pensées. Les images de la clairière lui revenaient, mêlées au visage d'Élodie qui la regardait avec tant de douceur et à la voix de Julien, grave et rassurante. Dans un demi-sommeil, elle se surprit à murmurer quelques bribes de la comptine qu'elle avait récitée auprès de la souche, des paroles venues d'on ne sait où. Puis elle sombra dans un sommeil lourd, traversé de rêves étranges où la forêt s'illuminait et où les arbres chuchotaient son nom. Le lendemain, Lucie se réveilla tôt, comme à son habitude. Malgré la fatigue de la veille, elle ressentait un élan qui la poussait déjà hors du lit. Après s'être habillée et avoir glissé quelques morceaux de pain sec dans sa poche pour les poneys, elle descendit l'escalier sur la pointe des pieds. La maison dormait encore. Elle sortit sans bruit, respirant l'air frais du matin qui lui piquait les narines. Le ciel s'éclaircissait à peine, teignant l'horizon de nuances violacées.
Quand elle arriva à l'enclos, Nuage et Prince l'accueillirent avec de petits hennissements joyeux. « Coucou, mes amis !» murmura-t-elle en leur caressant le front. Elle hésita un instant, repensant à la fatigue intense qu'elle avait ressentie la veille en utilisant son don. Elle avait conscience que ses pouvoirs, ou cette capacité particulière, n'étaient pas sans conséquences. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de sentir qu'elle devait continuer. Quelque chose l'appelait irrésistiblement dans la forêt, un appel qu'elle ne comprenait pas complètement, mais qu'elle ne pouvait ignorer. Elle ouvrit la barrière de bois, et les poneys sortirent docilement, la suivant d'un pas tranquille. Les herbes folles caressaient les jambes de Lucie et un léger brouillard flottait sur le sol, donnant à la scène une atmosphère presque féerique. Sa main caressa le flanc de Nuage, tandis qu'elle scrutait les arbres, cherchant à deviner ce que ce nouveau matin lui réservait. Lucie songea à Julien et Élodie. Que pensaient-ils de tout ça, maintenant qu'ils avaient vu une manifestation si claire de son don? Peut-être étaient-ils effrayés ou au contraire fascinés, prêts à l'aider à en comprendre davantage. La fillette n'était sûre que d'une chose. Elle appréciait leur présence à ses côtés. Une timide étincelle d'espoir naissait en elle. L'idée qu'elle puisse cesser de se sentir seule dans ce mystère qui la dépassait. En traversant le sous-bois, Lucie se sentit plus lucide que la veille. Sa tête ne tournait pas, son cœur ne battait pas trop fort. Au contraire, elle avançait comme si la forêt la guidait, paisible et rassurante. Nuage et Prince broutaient parfois à la dérobée, puis rattrapaient la fillette avec de petits bruits de sabots. Parvenue au ruisseau, Lucie s'agenouilla pour observer son reflet dans l'eau claire. Elle y vit une enfant encore un peu pâle, mais dont les yeux brillaient d'une lueur nouvelle. Soudain, un bruissement de feuilles la fit sursauter. Elle tourna la tête et aperçut, de l'autre côté du ruisseau, la silhouette furtive d'un chevreuil qui la fixait, immobile. L'espace d'un instant, il lui sembla sentir le cœur de l'animal, comme un battement au fond de sa poitrine. Nuage et Prince se figèrent aussi, les oreilles tendues vers l'intrus. Dans un léger mouvement de fuite, le chevreuil disparut. Mais Lucie, étrangement, avait ressenti une forme de connexion, comme si la forêt lui soufflait la présence de chacune de ses créatures. La fillette se releva, un sourire discret aux lèvres. Malgré toutes les questions sans réponse, elle accueillait ces instants comme des trésors. Elle n'avait pas encore conscience du chemin sinueux qui l'attendait, ni de la manière dont ses aptitudes allaient se confronter aux peurs et aux jugements des autres. Pour l'instant, elle vivait simplement chaque matin comme un nouveau miracle, en harmonie avec ses poneys et l'âme silencieuse de la forêt. Le lendemain, Lucie s'éveilla avec la même volonté de partir à l'aube, mais quelque chose en elle avait changé. La veille, elle avait réalisé à quel point son lien avec la forêt et les poneys pouvait être puissant, presque déstabilisant. Elle avait ressenti la fatigue qui l'avait frappée après l'épisode des jeunes pousses, et elle craignait de ne pas savoir se protéger face à l'énergie qu'elle manipulait sans trop la comprendre. Pourtant, son envie de retrouver Nuage et Prince était plus forte que jamais. Elle se prépara donc en silence, passant son gilet usé sur ses épaules et s'éclipsa avant que ses parents ne se lèvent. En arrivant à l'enclos, elle trouva les 2 chevaux miniatures déjà éveillés, piaffant doucement comme s'ils l'attendaient. Le jour pointait à peine, mais on sentait dans l'air la promesse d'une belle matinée. Lucie sourit en voyant Nuage avancer vers elle d'un pas volontaire, ses yeux pétillants de curiosité. Prince, plus calme, se contenta de hennir, ses petites oreilles frémissantes. Après de brèves caresses, Lucie leur ouvrit la barrière pour qu'ils la suivent. Dans la douceur de l'aube naissante, tous 3 disparurent dans les sous-bois, foulant un tapis de feuilles humides encore imprégnées de rosée. Tandis qu'ils progressaient sous la voûte végétale, Lucie repensait à la visite d'Élodie et Julien. Le couple l'avait cru, soutenu, et cette idée la réchauffait. Elle n'était plus seule à porter l'étrange secret de ses pouvoirs. Pourtant, elle se sentait également nerveuse.
Et si, malgré leur bienveillance, ces adultes commençaient à poser des questions plus précises, à vouloir tester ses capacités? Lucie n'était pas sûre de pouvoir gérer une curiosité trop insistante. Elle avançait en silence, ses mains caressant parfois l'écorce des arbres ou les tiges de fougères qu'elle croisait, comme pour s'assurer qu'elle restait en harmonie avec la forêt. Après un long moment de marche, elle déboucha dans un coin moins connu du bois, un endroit où la végétation formait un véritable labyrinthe. Elle hésitait à s'y aventurer, car elle-même n'était venue ici qu'une fois, par curiosité. Mais un instinct la poussait à poursuivre. Les poneys, loin de manifester de la crainte, semblaient au contraire intrigués, flairant le sol et reniflant les herbes hautes. Lucie leur emboîta le pas, franchissant des fougères presque plus grandes qu'elle. C'est alors qu'elle aperçut une petite mare, logée au pied d'un rocher moussu. L'eau, sombre et immobile, reflétait la silhouette tremblante des arbres au-dessus. Lucie s'approcha prudemment, Nuage et Prince la suivant de près. La fillette se sentit saisie par une vague d'émotion, comme si ce lieu résonnait avec ce qu'elle portait en elle. Elle s'agenouilla au bord de la mare et effleura du bout des doigts la surface silencieuse. Aussitôt, un frisson lui parcourut le bras, éveillant la même chaleur singulière qu'elle avait ressentie la veille dans la clairière. Mais cette fois, elle ne voulut pas activer son don. Elle se contenta de fermer les yeux et de respirer, consciente que cet échange énergétique pouvait la fatiguer si elle n'apprenait pas à le maîtriser. Les poneys restaient calmes, comme s'ils comprenaient qu'il s'agissait d'un moment important. Brusquement, un craquement de branches résonna derrière elle. Lucie sursauta et se releva d'un bond, le cœur battant. Dans sa précipitation, son pied glissa sur la berge boueuse et elle bascula à moitié dans l'eau glacée. Heureusement, Nuage se plaça instinctivement de façon à ce qu'elle puisse s'appuyer sur lui pour se redresser. Sous le choc, Lucie laissa échapper un petit cri, puis réalisa que ce bruit n'était sans doute que le passage d'un animal sauvage. Elle regarda nerveusement autour d'elle, sans voir personne. Après quelques secondes, le silence reprit ses droits. La fillette, trempée jusqu'à la taille, frissonna dans l'air matinal. Elle voulut tout de suite repartir, troublée par cette ambiance soudain oppressante. Pourtant, quelque chose en elle la retint. Cette mare et son eau sombre l'attiraient comme une invitation silencieuse à comprendre un nouveau pan de son don. Mais la peur, plus forte, la décida à battre en retraite. Elle tapota l'encolure de Nuage pour le remercier de son soutien, puis se dirigea vers un sentier qu'elle connaissait mieux, préférant retourner dans la zone familière de la clairière principale. Lorsqu'elle y parvint, le soleil était déjà haut, inondant l'herbe d'une lumière tiède. Lucie laissa ses poneys brouter, profitant du calme ambiant pour se changer l'esprit. Elle s'installa sur la souche où elle aimait s'asseoir, mais cette fois, elle n'osa pas refaire la moindre incantation. Le souvenir de la mare noire, de la chute inattendue, la laissait perplexe. Soudain, elle entendit des voix au loin. Instinctivement, elle se remit debout et aperçut deux silhouettes qui s'approchaient. Le cœur de Lucie bondit quand elle reconnut Julien et Élodie, un grand sac sur l'épaule. « Coucou !» lança Élodie avec un large sourire. « On se doutait qu'on te trouverait ici. Tout va bien? Tu es trempée. »« J'ai glissé près d'une mare, » répondit Lucie, encore troublée. « Je ne connaissais pas vraiment l'endroit. » Julien remarqua l'inquiétude de la fillette et posa une main amicale sur son épaule. Il sortit de son sac un gilet de rechange et le lui tendit. Sans un mot, Lucie l'enfila, reconnaissante. Élodie, elle, s'accroupit à côté de Nuage et Prince pour les caresser. Les poneys parurent contents de ces nouvelles caresses, tandis que Lucie détaillait leurs visiteurs avec curiosité. Que faisait-il là, si tôt, et pourquoi avait-il apporté un sac si volumineux? « On voulait te parler de quelque chose », expliqua finalement Julien en posant le sac à terre. « Tu sais, depuis la fois où tu nous as montré ce que tu pouvais faire, on a réfléchi à la meilleure manière de t'aider. »
J'ai cherché des livres, j'ai discuté avec des amis passionnés de botanique et d'écologie. Peut-être que ça pourra être utile. Élodie acquiesça en silence et ouvrit le sac. À l'intérieur, Lucie distingua plusieurs ouvrages épais, des cahiers et même des brochures sur la flore locale. Son visage s'éclaira. Elle n'aurait jamais osé demander à qui que ce soit de l'aider à approfondir ses connaissances. D'ordinaire, on la traitait de rêveuse dès qu'elle parlait de la forêt. Mais là, on lui tendait des pistes concrètes, de quoi mettre des mots et des notions sur ce qu'elle ressentait. Elle remercia Julien et Élodie d'un ton ému, ce qui fit sourire le couple. « Je ne sais pas encore lire tous ces mots compliqués », avoua Lucie en feuilletant un ouvrage qui parlait de symbiose et de champignons. « Mais je vais essayer de comprendre l'essentiel. » Julien se racla la gorge, comme s'il hésitait à dire autre chose. Finalement, il se lança. « Tu sais, Lucie, on connaît aussi un professeur à la retraite, un homme très calé en sciences naturelles. Il ne vit pas dans ce village, mais pas trop loin. Élodie et moi, on s'est dit qu'il pourrait peut-être t'aider. » Élodie renchérit en voyant la curiosité dans les yeux de la fillette. Il a souvent accueilli des enfants passionnés de nature dans son jardin botanique. On pense que, si tu lui expliques ce que tu ressens, il pourrait te guider sans te juger. Lucie sentit son cœur s'accélérer. L'idée de rencontrer un inconnu la terrifiait un peu, surtout si elle devait lui confier son secret. Toutefois, elle voyait bien que Julien et Élodie essayaient sincèrement de l'aider. Après une brève hésitation, elle répondit d'une voix timide. « Je veux bien l'écouter, mais je préfère y aller doucement. Je n'ai jamais parlé de tout ça à un scientifique ou un spécialiste. » Les deux adultes échangèrent un regard complice, puis Julien déclara « Aucun souci, on peut déjà voir avec lui, et s'il accepte de te recevoir, tu y iras si tu t'en sens prête. » Soulagée, Lucie acquiesça. Elle rangea ensuite les livres et les brochures dans le sac, en promettant de les regarder sérieusement. Pendant ce temps, Nuage et Prince, qui s'étaient éloignés, revinrent trotter autour d'eux comme pour réclamer de l'attention. Élodie rit en tapotant l'encolure de Prince. « On ne vous oublie pas, petit monstre. Dites, Lucie, est-ce que tu les as déjà emmenés beaucoup plus loin que la clairière ?» La fillette secoua la tête. « Pas vraiment. Ils aiment bien rester par ici. Et puis, je ne voudrais pas les épuiser. » Pourtant, Julien releva un détail. Malgré leur taille, Nuage et Prince semblaient endurants, toujours prêts à suivre Lucie dans ses explorations. Ils ne montraient aucun signe de fatigue ou de lassitude. Peut-être pouvaient-ils se promener un peu plus loin, jusqu'à la lisière de la forêt. Lucie parut hésiter, soucieuse de leur bien-être. Mais Élodie l'encouragea avec douceur. « On ne va pas courir un marathon, simplement découvrir le chemin ensemble. Et puis, qui sait, tu trouveras peut-être de nouvelles plantes, de nouveaux endroits à explorer. » Finalement, Lucie accepta. Elle ajusta la courroie du grand sac sur son épaule, heureuse de sentir le poids de ses livres qui représentaient un pas de plus vers la compréhension de ses dons. Julien marcha devant, guidant le petit groupe le long d'un sentier qu'il connaissait. Les poneys suivaient avec entrain, reniflant la terre et s'arrêtant parfois pour croquer quelques brindilles. Le trio discuta tout en avançant, imaginant la rencontre avec ce fameux professeur et se demandant de quelle manière il réagirait au récit de Lucie. Élodie, surtout, rêvait de voir la fillette progresser dans la maîtrise de ce pouvoir qui la dépassait. Soudain, des éclats de voix retentirent. Au détour d'un massif de houx, ils tombèrent sur un groupe d'hommes occupés à débiter du bois. L'un d'eux leva les yeux, sourit en voyant Lucie et les deux poneys, puis demanda « Hé, bonjour, vous vous promenez. Vous devriez faire attention par ici. On va abattre quelques arbres dangereux. » Lucie se figea. L'idée de couper des arbres la peinait toujours, surtout si elle craignait qu'ils ne soient pas vraiment malade ou trop âgé. Julien la sentit se crisper et posa une main sur son épaule pour la réconforter.
On va faire attention, merci, répondit-il poliment à l'ouvrier. On ne veut pas vous gêner. Les hommes se remirent à leur tâche, et Lucie, le regard rivé sur les troncs déjà au sol, ressentit un pincement au cœur. Elle ne pouvait pas empêcher la coupe, mais elle s'approcha discrètement d'un jeune arbre que l'on venait de marquer à la peinture rouge, signe qu'il serait bientôt abattu. Elle passa sa main sur son écorce, comme pour s'excuser de ne rien pouvoir faire. Élodie et Julien, voyant son air triste, comprirent qu'elle se sentait démunie face au sort de la forêt. Pourtant, ils n'intervinrent pas, respectant son émotion. Après un moment, ils reprirent leur chemin. Élodie s'efforça de distraire la fillette en lui parlant d'une variété rare de fleurs qu'elle avait lue dans un livre. Julien, de son côté, se proposa de contacter dès ce soir le professeur dont il avait parlé, persuadé que cette rencontre pouvait représenter une étape clé. Lucie, encore émue, hocha la tête sans prononcer un mot. Elle se promettait intérieurement de revenir, une fois seule, pour tenter de comprendre si ces arbres marqués pouvaient réellement être sauvés. Mais pour l'heure, elle préférait suivre ses amis, espérant trouver dans leur projet un peu de réconfort et de confiance en l'avenir. La promenade se poursuivit sur un sentier étroit, bordé de ronciers et de petits chênes aux feuillages épais. Malgré l'atmosphère pesante laissée par les bûcherons, Lucie sentait revenir en elle une pointe d'excitation. La perspective de rencontrer cet ancien professeur de sciences naturelles la rendait à la fois curieuse et un peu anxieuse. Elle avançait en silence, le regard tantôt porté sur nuages et princes, tantôt sur le sol parsemé de mousse. Par moments, elle s'imaginait ce vieil homme dont parlaient Julien et Élodie. Serait-il bienveillant? Aurait-il déjà entendu parler d'enfants capables d'entrer en résonance avec la nature? Lucie se demandait si elle pourrait enfin trouver des réponses. Lorsqu'ils débouchèrent sur un espace un peu plus dégagé, Julien proposa une pause. Ils repérèrent une vieille souche où Lucie put s'asseoir, tandis qu'Élodie étalait une petite nappe à même le sol pour y déposer un thermos de tisane fumante. Les poneys, ravis de ce répit, se rapprochèrent aussitôt, curieux de voir si quelques friandises leur étaient réservées. En voyant leur museau attentif, Élodie rit et sortit de son sac quelques morceaux de carottes. Nuages et Prince se régalèrent, arrachant des gloussements d'admiration à Lucie, qui trouvait ces instants de complicité plus précieux encore depuis que la coupe d'arbres menaçait l'équilibre fragile de la forêt. Pourtant, malgré cette apparente légèreté, Lucie gardait en tête la scène des troncs marqués, se demandant quand les bûcherons reviendraient pour poursuivre leur tâche. Après quelques gorgées de tisane, Julien sortit l'un des livres qu'il avait apporté la veille et le tendit à Lucie. Il s'agissait d'un ouvrage illustré sur les écosystèmes forestiers avec des schémas simples pour expliquer le rôle de chaque espèce vivante. La fillette l'ouvrit, feuilletant les pages avec une attention quasi religieuse. Élodie lui montra des passages évoquant la communication silencieuse entre les plantes via leurs racines et les champignons, un réseau mystérieux qui reliait chaque arbre du sous-bois. Lucie resta bouche bée. Ces descriptions semblaient faire écho à ce qu'elle ressentait parfois, comme si la forêt elle-même lui murmurait des secrets sur la vie qui l'animait. Elle ne put s'empêcher de sourire, son cœur battant plus vite à mesure qu'elle découvrait ces informations. « Tu vois, » fit Élodie en montrant une page, « quand un arbre est malade, il peut envoyer des signaux chimiques à ses voisins. C'est un peu comme un langage souterrain. » Lucie hocha la tête, fascinée par l'idée que la forêt disposait de son propre moyen de se protéger. Elle raconta alors la rencontre furtive avec le chevreuil, expliquant à quel point elle avait cru ressentir son pouls dans sa poitrine. Julien écoutait en silence, se demandant jusqu'où s'étendait la sensibilité de la fillette. Il se prit à imaginer que, peut-être, Lucie était comme un pont vivant, un relais entre les messages de la terre et la perception humaine, un être rare aux dons exceptionnels.
Son regard s'attarda sur le visage attentif de l'enfant, convaincu qu'elle était unique. Après cette pause instructive, ils décidèrent de reprendre la marche. Lucie se sentait plus légère, comme si ses explications scientifiques venaient valider son ressenti intuitif. Pourtant, alors qu'ils s'engageaient sous la voûte d'arbres plus denses, elle songea de nouveau à la mare sombre, au bûcheron, et à ce pouvoir qu'elle manquait de contrôler. Une partie d'elle avait envie d'explorer davantage, de tester ses limites, tandis qu'une autre redoutait de se perdre dans un univers énergétique trop vaste pour son jeune âge. Elle jeta un coup d'œil à Nuage et Prince, reconnaissante de leur présence. À leur côté, elle avait toujours l'impression que la nature la protégeait et qu'ils veillaient. Un bruissement de feuilles attira soudain leur attention. Cette fois, ce n'était pas un chevreuil, mais un homme vêtu d'un ciré usé. Il portait un fusil de chasse en bandoulière et s'arrêta en apercevant le groupe. Julien, qui marchait en tête, le salua poliment. L'inconnu répondit d'une voix bourrue, l'air un peu méfiant. Voyant Lucie et ses poneys, il fronça les sourcils. « Faites attention où vous mettez les pieds, on a repéré des sangliers dans le coin », grogna-t-il avant de reprendre sa route, disparaissant entre les taillis. Lucie frissonna. Elle n'avait jamais eu affaire à un chasseur, et cette rencontre l'avait mise mal à l'aise. Elle murmura. Ils continuèrent toutefois leur route, espérant éviter d'autres face-à-face inattendus. Lucie nota que la présence humaine dans la forêt devenait grandissante. Chasseurs, bûcherons, promeneurs, autant d'activités susceptibles de perturber l'équilibre fragile qu'elle ressentait. Élodie, qui observait le visage soucieux de la fillette, proposa de faire demi-tour pour la raccompagner chez elle, mais Lucie refusa poliment. Elle préférait encore marcher un peu, profitant de la compagnie de Nuage et Prince. Julien et Élodie acceptèrent, conscients que cette promenade était pour elle un moyen de se recentrer après les émotions de la matinée et peut-être de trouver un instant de sérénité avant de rentrer. Ils échangèrent ensuite quelques paroles apaisantes. La fin du trajet se déroula sans incident. Parvenus près de la lisière, ils distinguèrent la maison de Lucie, modeste silhouette de bois au milieu de la clairière ensoleillée. Les poneys, devinant l'approche de leur enclos, accélérèrent le pas. Lucie sentit un soulagement la gagner. Elle avait besoin de quelques instants seule pour digérer tout ce qu'elle avait appris. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la cour, son père était occupé à tailler des planches et leva les yeux en voyant sa fille accompagnée. Avec un signe de main accueillant, il salua Julien et Élodie, puis proposa à chacun de venir se rafraîchir à l'intérieur. Lucie, cependant, déclina l'invitation. Elle préférait réfléchir. « Je vais d'abord m'occuper de Nuage et Prince », expliqua-t-elle avec un sourire poli. Son père, devinant qu'elle avait aussi besoin de calme, n'insista pas. Julien et Élodie la remercièrent pour la promenade, promettant de revenir bientôt, puis s'éloignèrent. Restée seule, Lucie conduisit ses poneys à leur enclos. Elle vérifia l'état de leurs abreuvoirs, changea la paille, si nécessaire, puis s'accouda à la barrière, pensive. Les rayons du soleil couchant donnaient à la colline une teinte dorée, et la fillette sentit son cœur se serrer, sans savoir pourquoi. Peut-être parce qu'elle pressentait que son quotidien était sur le point de changer à mesure qu'elle découvrait de nouveaux horizons. Cela l'intimidait. En remontant vers la maison, Lucie surprit une conversation entre sa mère et son père. Ils discutaient de la venue de Julien et Élodie, s'interrogeant sur leurs intentions. « Ils ont l'air sincèrement attachés à Lucie », entendit-elle sa mère dire. « Mais j'espère qu'ils ne vont pas trop l'inciter à croire à ses fantaisies. » Le père haussa le ton. « Notre fille est spéciale, c'est vrai, mais je ne veux pas qu'on la prenne pour un phénomène de foire. » Lucie, restée sur le seuil, sentit son cœur se serrer une nouvelle fois. Elle comprit que ses parents l'aimaient, mais qu'ils ne savaient pas comment gérer son secret. Elle décida de ne pas intervenir. Au lieu de ça, elle préféra monter dans sa chambre. Là, elle s'empara du carnet offert par Élodie et reprit ses notes.
Elle y décrivit la découverte du livre sur les écosystèmes, ses émotions face à la coupe d'arbres, puis sa rencontre étrange avec le chasseur. Ses phrases restaient simples, parfois hésitantes, mais elles lui permettaient d'organiser ses pensées. Elle relata même son passage près de la mare Noire, s'avouant à elle-même qu'elle y avait ressenti un appel à la fois fascinant et inquiétant. Lorsque sa main cessa d'écrire, elle laissa le silence l'envahir, écoutant son propre souffle, la tête pleine d'images qu'elle ne savait plus comment apprivoiser. Elle soupira. La nuit tomba enfin, enveloppant la maison d'un voile silencieux. Dans son lit, Lucie fixa le plafond, repensant à chaque instant de la journée. Elle se promit de poursuivre sa quête de réponses, prête à affronter l'inconnu. Le lendemain matin, Lucie se leva bien avant l'aube. Elle avait mal dormi, agitée par des rêves confus où la forêt semblait l'appeler à grands cris, tandis qu'une brume épaisse la maintenait à distance. Elle se sentait fatiguée, mais déterminée à ne pas renoncer à son rituel. Après s'être vêtue en silence, elle descendit à la cuisine, espérant ne réveiller personne. Pourtant, son père, déjà debout, l'attendait près de la table, une tasse de café fumante entre les mains. Son regard semblait plus inquiet que d'habitude. « Tu vas encore rejoindre tes poneys ?» demanda-t-il d'une voix basse. Lucie acquiesça sans oser le regarder dans les yeux. Elle craignait de lire dans son regard des reproches ou des doutes. Pourtant, il ne prononça aucun mot blessant. Au contraire, il laissa échapper un léger soupir et fit un signe de la tête. « Fais attention à toi, d'accord ?» Elle murmura un merci rapide avant de filer, bouleversée par cette marque d'inquiétude qui trahissait l'amour protecteur de son père. Dehors, la nuit était encore épaisse, mais l'horizon commençait à se teinter d'un gris laiteux. Lucie traversa la cour, jetant un regard furtif vers l'atelier où son père passait le plus clair de son temps. Il avait laissé la porte entr'ouverte, signe qu'il comptait reprendre son travail aussitôt qu'il aurait fini son café. La fillette pressa le pas. Elle avait besoin de retrouver Nuage et Prince, de plonger dans l'univers silencieux de la forêt avant que le jour ne réveille toutes les activités humaines. Quand elle parvint à l'enclos, elle constata que les poneys étaient déjà éveillés, leurs petites oreilles dressées dans sa direction. Elle sentit immédiatement son cœur se radoucir. Peu importèrent ses angoisses, auprès de ses deux compagnons, elle se sentait toujours entière. Elle les caressa chacun sur le chanfrein, chuchotant quelques mots doux comme à son habitude. Puis, elle ouvrit la barrière et tous trois s'engagèrent sur le sentier qui menait au bois. Cette fois, Lucie n'eut pas envie d'aller jusqu'à la mare sombre, ni même de s'attarder dans la clairière principale. Elle aspirait à une promenade paisible, sans mystère, juste pour apprécier le chant des oiseaux et la fraîcheur matinale. Les fougères bruissaient discrètement sous le vent léger et de minces rayons de lumière perçaient déjà les branchages. Nuage et Prince, rassurés par l'attitude calme de la fillette, suivaient son rythme sans impatience. Elle finit par s'arrêter au bord du ruisseau, là où l'eau était si limpide qu'on voyait les cailloux au fond. La veille, elle y avait à peine prêté attention, trop occupée à penser aux livres apportés par Julien et Élodie, ou à cette fameuse visite chez le professeur retraité. Aujourd'hui, elle prit le temps de retirer ses bottes pour tremper ses pieds dans l'eau fraîche. Les poneys la regardaient avec curiosité. Prince s'approcha assez près pour effleurer l'épaule de Lucie du bout du museau, comme pour l'encourager à profiter de l'instant. La fillette laissa ses pensées vagabonder, se souvenant de tout ce qui s'était passé ces derniers jours. La découverte de ses pouvoirs auprès de la souche, les explications sur le réseau souterrain des champignons, l'angoisse ressentie devant les arbres promis à l'abattage. Elle se demanda comment concilier sa volonté d'aider la forêt et la réalité du monde qui l'entourait. Dans son esprit, un tourbillon de questions se formait. Était-elle réellement capable de guérir les arbres? Pourrait-elle un jour protéger la forêt des machines et des tronçonneuses? Et surtout, comment expliquer aux adultes ce qui, pour eux, relevait presque de la magie? Une branche craqua à quelque distance et Lucie se crispa. Mais cette fois, ce n'était ni un chasseur ni un bûcheron.
Elle reconnut la voix familière d'Élodie qui l'appelait doucement. « Lucie, tu es là ?» La fillette se redressa, surprise. Elle ne s'attendait pas à voir la jeune femme si tôt. Nuage dressa les oreilles et Prince renâcla avec curiosité. Bientôt, la silhouette d'Élodie se dessina entre les arbres, un léger sourire aux lèvres. « Je savais que je te trouverais par ici », expliqua-t-elle. Lucie, un peu gênée, sortit ses pieds de l'eau et enfila ses bottes. Elle salua Élodie, qui s'approcha avec précaution pour ne pas effrayer les poneys. « Désolée de débarquer à l'improviste », ajouta la jeune femme en riant doucement. « Mais j'ai une nouvelle qui pourrait t'intéresser. Julien a parlé de toi au professeur dont il t'avait parlé et il est d'accord pour te rencontrer, si tu veux. » Le cœur de Lucie battit plus fort. Jamais elle n'aurait imaginé que les choses iraient aussi vite. Elle fixa Élodie, partagée entre l'excitation et la peur. « Il sait, pour moi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Pas tous les détails », répondit Élodie avec un regard bienveillant. « On lui a juste expliqué que tu es une enfant très sensible à la nature et que tu aimerais approfondir tes connaissances. Il semble curieux de faire ta connaissance. » Lucie ferma un instant les yeux. Elle repensa au visage inquiet de son père, à ce que diraient les gens du village s'ils apprenaient qu'elle consultait un professeur pour parler de ses affinités étranges. Pourtant, l'opportunité de comprendre enfin ce qui se passait en elle était trop précieuse pour être ignorée. « D'accord », finit-elle par murmurer. « Je veux bien le rencontrer. » Élodie lui sourit, soulagée. Il habite à quelques kilomètres d'ici, près d'un grand domaine forestier. Il nous invite à venir demain, en fin de matinée, si cela ne te dérange pas. On pourrait y aller tous ensemble, Julien, toi et moi. Lucie hocha la tête, approuvant. Elle se promit de demander l'accord de ses parents aussitôt rentrés. Les deux se dirigèrent ensuite vers la clairière, suivis de Nuage et Prince. Élodie proposa de ramener Lucie chez elle pour discuter des détails avec son père et sa mère, afin de tout organiser au mieux. Durant le trajet du retour, Lucie n'osa pas avouer à Élodie qu'elle avait peur de décevoir ce professeur, de ne pas savoir expliquer ses sensations. Elle garda ce malaise pour elle, préférant écouter la jeune femme parler de l'homme en question. Il s'appelle Monsieur Drissac, un ancien chercheur en écologie. Il a même fait des expéditions à l'étranger. C'est un passionné qui, depuis qu'il est à la retraite, s'occupe d'un jardin botanique. Intriguée, Lucie s'imagina un homme âgé à la barbe blanche, entouré de livres et de plantes rares, observant le monde derrière de grandes lunettes. Une vague d'excitation la traversa. Et si cet homme détenait des clés pour l'aider à comprendre son don? Elle sentit en même temps une boule se former dans sa gorge. Depuis toute petite, elle n'avait jamais parlé de ce lien profond avec la forêt à un adulte qui ne soit pas un proche. Toute cette nouvelle aventure la rendait nerveuse. Quand elles atteignirent l'enclos, le père de Lucie, visiblement surpris, les rejoignit en s'essuyant les mains couvertes de sueur. Élodie lui expliqua rapidement la situation, mentionnant le rendez-vous avec le professeur Drissac et l'intérêt de Lucie pour l'écologie. L'homme écouta sans dire un mot au début, puis leva un regard interrogateur vers sa fille. « Et toi, tu veux vraiment y aller ?» demanda-t-il. Lucie sentit une vague de chaleur l'envahir. « Oui, papa, j'aimerais essayer pour comprendre. » Il resta silencieux quelques secondes, jaugeant la détermination de sa fille. Finalement, il poussa un léger soupir et esquissa un sourire d'approbation. « Très bien, ta mère et moi, on va en parler ce soir. Mais si ça peut t'apprendre des choses et te faire plaisir, je ne vois pas pourquoi on refuserait. » Lucie exhala un soupir de soulagement. Sa mère, qui venait d'apparaître à la porte, hocha la tête en signe d'accord. Elle n'était peut-être pas complètement à l'aise avec l'idée, mais elle faisait confiance au jugement de son mari. La journée s'écoula ensuite dans une relative tranquillité. Élodie laissa Lucie en promettant de repasser le lendemain matin avec Julien. La fillette s'occupa de ses poneys, leur prodiguant des soins et vérifiant qu'ils ne manquaient de rien.
Puis, elle rentra réviser un peu ses leçons pour l'école, non sans que son esprit dérive régulièrement vers ce rendez-vous tant attendu. À plusieurs reprises, elle ouvrit les livres que Julien lui avait offerts, cherchant le vocabulaire approprié pour décrire son ressenti. Elle butait sur des termes comme mycorhize ou symbiose, mais elle s'efforçait de retenir l'essentiel. Le soir venu, le repas familial fut plutôt silencieux. Son père et sa mère restaient pensifs, sans doute inquiets à l'idée de confier leur fille à des inconnus, même recommandés par Julien et Élodie. Lucie, pour apaiser leurs craintes, évoqua surtout son intérêt pour les plantes, les oiseaux, tout ce qu'on pouvait apprendre d'utile pour la ferme. Elle préféra ne pas aborder l'aspect plus mystérieux de son don, de peur de provoquer des discussions houleuses. Elle savait que, pour le moment, mieux valait ne pas trop en dire. Quand elle se coucha, elle éprouva un étrange mélange d'impatience et d'angoisse. Ses pensées l'entraînèrent vers la mare sombre. Elle se rappela la sensation de chute, la berge glissante, le froid de l'eau sur ses jambes. Elle y avait ressenti un frisson d'intimidation, comme si ce lieu recélait une puissance qu'elle n'était pas encore prête à affronter. Peut-être pourrait-elle en parler à ce professeur, mais lui croirait-il seulement qu'une fillette puisse percevoir les forces profondes de la nature? Les heures de la nuit passèrent sans qu'elle ne trouve vraiment le sommeil. Elle se sentit comme suspendue entre deux mondes, celui des humains, avec ses règles, ses craintes et sa routine quotidienne, et celui de la forêt, où tout était lié par un réseau vivant qu'elle sentait palpitant sous ses doigts. Elle repensa à la remarque d'Élodie sur ce langage silencieux des arbres, sur la possibilité qu'ils communiquent entre eux d'une façon que la science commençait à peine à envisager. Et Lucie, elle, semblait entendre cet appel dans sa tête, voire dans son cœur. Le lendemain matin, elle se prépara méticuleusement. Ses parents, résignés mais prévenants, l'aidèrent à mettre dans un sac quelques affaires, au cas où elle passerait la journée avec Julien, Élodie et le professeur. La mère de Lucie, qui habituellement gardait tout pour elle, fit même un effort pour l'embrasser sur le front avant son départ, comme si elle sentait que cette journée marquerait un tournant. Son père, plus en retrait, la gratifia simplement d'un hochement de tête encourageant. À l'heure convenue, Julien et Élodie arrivèrent en voiture, saluant les parents avec cordialité. Lucie s'installa sur la banquette arrière, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait pas souvent l'occasion de monter en voiture. D'ordinaire, elle se déplaçait à pied ou restait à la ferme. Le paysage défila derrière la vitre, un mélange de champs, de petits bois et de maisons dispersées. Elle soupira doucement, les mains crispées sur ses genoux. Élodie, assise près d'elle, posa une main légère sur son bras. « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Monsieur Drissac est vraiment gentil. » Lucie acquiesça d'un signe de tête, mais elle n'arrivait pas à calmer les papillons qui dansaient au creux de son ventre. Les minutes s'étirèrent et le trajet lui parut interminable. Enfin, la voiture s'engagea sur un chemin de terre bordé de hêtres majestueux. Au bout, on distinguait une demeure ancienne, entourée d'un jardin foisonnant. Julien coupa le moteur et tous descendirent. Lucie sentit l'odeur de la terre humide et des fleurs sauvages. Un homme apparut sur le perron, silhouette élancée et cheveux grisonnants. Il portait des lunettes rondes et un sourire affable. « Bonjour !» lança-t-il d'une voix claire. « Vous devez être Lucie. » Elle hocha la tête, intimidée. Il s'approcha sans brusquerie, tendant une main fine qu'elle serra d'un geste maladroit. Ses yeux pétillaient d'une curiosité presque enfantine, comme s'il avait devant lui une énigme passionnante. « Je m'appelle Pierre Drissac, mais vous pouvez m'appeler Monsieur Pierre. Entrez, ne restez pas dehors, il fait encore frais. » Lucie sentit son appréhension se mêler à une étrange impression de familiarité. Au premier regard, cet homme l'inspirait, lui donnant l'envie de parler. Elle prit une grande inspiration et le suivit à l'intérieur, consciente qu'un chapitre inédit de sa vie était sur le point de commencer. En pénétrant dans le hall d'entrée,
Lucie fut frappée par l'atmosphère lumineuse et chaleureuse de la demeure. Les murs, peints dans des tons clairs, reflétaient la lumière du matin, tandis que des étagères chargées de livres occupaient une bonne partie de l'espace. Monsieur Pierre, comme il préférait qu'on l'appelle, referma la porte derrière elle et l'invita à enlever sa veste. Son regard restait pétillant, presque enfantin, comme s'il s'émerveillait déjà de ce que Lucie pourrait lui raconter. Julien et Élodie, qui se tenaient juste derrière la fillette, adressèrent un signe de tête rassurant au professeur. Dans le silence doux de cette entrée, Lucie perçut un léger parfum de plantes séchées, peut-être de la verveine ou de la mélisse, qui évoquait une ambiance à la fois studieuse et paisible. Elle remarqua aussi quelques cadres suspendus au mur, montrant des photos de forêts tropicales, de déserts fleuris ou de vallées reculées. Manifestement, Monsieur Pierre avait parcouru le monde à la recherche de curiosités botaniques, et il semblait fier de partager ses découvertes à travers ces images. Sitôt débarrassés de leurs affaires, les visiteurs furent conduits dans un petit salon baigné de lumière où un feu crépitait dans la cheminée. Là, un large canapé en velours attendait Lucie et ses accompagnateurs. Monsieur Pierre, en hôte attentif, proposa des boissons chaudes. Élodie demanda un thé, Julien un café, tandis que Lucie, hésitante, finit par accepter une tisane. Ses doigts jouaient nerveusement avec le rebord de sa tasse, trahissant son appréhension. Elle ignorait comment commencer, ni par quel bout raconter ce qu'elle vivait chaque matin dans les bois. Monsieur Pierre semblait toutefois deviner son trouble. Il s'assit dans un fauteuil en face d'elle et son regard exprimait à la fois de la compassion et une curiosité bienveillante. Il expliqua qu'il avait travaillé de longues années dans la recherche en écologie, puis, prenant sa retraite, s'était installé ici pour se consacrer à l'écriture et à son jardin botanique. Son intérêt pour la nature ne l'avait jamais quitté et il adorait échanger avec ceux qui ressentaient la même passion. Pour briser la glace, Élodie commença à parler de la façon dont ils avaient rencontré Lucie, évoquant les promenades matinales de la fillette avec ses deux poneys, Nuage et Prince. Elle expliqua aussi l'étonnante relation que Lucie entretenait avec la forêt, un lien si fort qu'il paraissait relever d'une sensibilité hors du commun. Julien renchérit, racontant comment ils avaient vu Lucie réveiller des plantes dans une clairière reculée, par un geste ou un murmure qui semblait puiser dans des forces invisibles. À ces mots, Lucie se sentit rougir, redoutant la réaction de Monsieur Pierre. Pourtant, il ne montra aucune incrédulité. Il tapota plutôt la coudoir de son fauteuil, l'air songeur, comme s'il écoutait un récit passionnant et cherchait à en percevoir la logique interne. Lorsqu'Élodie et Julien eurent fini, un léger silence plana et Monsieur Pierre se tourna vers Lucie avec un sourire encourageant. « Est-ce que tu pourrais me raconter de ton point de vue ce qui se passe lorsque tu ressens cette communion avec la forêt ?» demanda-t-il doucement. Lucie prit une inspiration tremblante. Elle savait que c'était à elle de parler, d'exprimer ce qu'elle avait eu si longtemps. Ses yeux se baissèrent un instant, puis elle se lança. Elle parla d'abord de ses promenades quotidiennes, comment, dès l'aube, elle se sentait attirée par les bois. Elle décrivit Nuage et Prince, expliquant à quel point il semblait comprendre ses émotions, la suivant sans bride ni contrainte. Puis, d'une voix plus hésitante, elle évoqua ses premières expériences où, en touchant une plante ou un arbre malade, elle avait senti une sorte de flux la traverser. « Comme si la sève me parlait », murmura-t-elle avec un léger tremblement. Elle mentionna la souche de la clairière, le phénomène des pousses fraîches et la fatigue qui la submergeait après coup. Monsieur Pierre ne cacha pas son étonnement, mais il conserva un calme rassurant. De temps à autre, il hochait la tête, prenant des notes mentales de chaque détail qu'elle donnait. Son expression laissait transparaître une réflexion intense, comme s'il essayait d'établir des parallèles avec ses connaissances en biologie ou en ethnobotanique. Quand Lucie évoqua la mare sombre, son appréhension à l'idée d'y retourner et la chute qu'elle y avait faite,
Il fronça les sourcils, visiblement préoccupé. Il demanda si la fillette avait déjà consulté un médecin, non pas pour nier la dimension spirituelle ou mystérieuse de son expérience, mais pour s'assurer qu'elle n'était pas sujette à des vertiges ou à des malaises de santé. Lucie, un peu gênée, répondit que non. Elle n'avait jamais eu de problème particulier. Ses parents mettaient ses fatigues sur le compte de ses sorties matinales et de ses rêves un peu trop vifs. Lorsque Lucie eut fini, Monsieur Pierre resta silencieux quelques instants, puis il posa sa tasse et se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « Lucie, je ne prétends pas tout comprendre. Ce que tu décris est singulier. Mais je sais une chose, la nature recèle des mystères que la science commence à peine à effleurer. Des peuples autochtones parlent depuis toujours d'esprits des bois, de liens sacrés entre l'homme et la terre. Peut-être que ce que tu vis en est une forme. Tu dis que tu te sens parfois épuisé après avoir aidé la forêt. Ça pourrait indiquer que tu mobilises de l'énergie, la tienne ou celle du milieu. » Il jeta un coup d'œil vers Julien et Élodie, puis reprit « Je ne veux pas te promettre des réponses miraculeuses. Mais si tu veux bien, nous pourrions faire ensemble quelques observations, des expériences douces pour mieux cerner les mécanismes de cette relation. Qu'en penses-tu » La fillette, surprise par la franchise et la délicatesse de son interlocuteur, sentit un nœud se défaire dans sa poitrine. Elle se permit enfin de sourire, hochant la tête. Elle ne savait pas exactement en quoi consisteraient ces observations, mais elle était prête à tenter quelque chose, pourvu qu'on la traite avec respect, sans raillerie. Monsieur Pierre se redressa et invita le groupe à le suivre. Il les conduisit dans un long couloir, au bout duquel une porte vitrée donnait sur le jardin botanique. En sortant, Lucie eut un léger choc visuel. Jamais elle n'avait vu autant de variétés de plantes cohabiter dans un même espace. Des plates-bandes s'alignaient, regorgeant de fleurs colorées, d'herbes aromatiques, de plantes succulentes, tandis que plus loin s'élevaient quelques arbres soigneusement entretenus. La fraîcheur matinale rendait l'endroit encore plus vivifiant. Des papillons voltigeaient autour des massifs et une faible brise agitait les étiquettes indiquant les noms latins des plantes. Monsieur Pierre descendit quelques marches de pierre et se tourna vers Lucie, un sourire dans la voix. « Ici, la nature est un peu organisée. J'ai voulu créer un espace où chaque plante puisse s'épanouir dans un biotope adapté. Bien sûr, ce n'est pas la forêt sauvage dont tu me parles, mais ça pourrait être un bon point de départ pour comprendre comment tu interagis avec les végétaux. » Lucie acquiesça, se sentant déjà plus à l'aise au milieu de cette végétation luxuriante. Elle posa machinalement la main sur la tige d'une grande fleur à pétales jaunes, remarquant à quel point elle était robuste malgré sa délicatesse apparente. Ils firent le tour du jardin, passant devant des orchidées exotiques, des fougères arborescentes et même un petit bassin peuplé de nénuphars. À mesure que Lucie avançait, elle percevait de légères vibrations, comme une rumeur vivante sous la surface. C'était moins intense que dans la forêt, mais tout de même présent. De temps en temps, Monsieur Pierre lui demandait ce qu'elle ressentait, s'il y avait une plante en particulier qui semblait l'appeler. Lucie, embarrassée, admettait qu'elle ne sentait rien de très puissant ici. C'était beau, rassurant, mais ça ne provoquait pas la même effervescence intérieure que la souche ou la mare sombre. « Ne t'inquiète pas », la rassura le professeur. « Le but n'est pas de reproduire ce que tu vis en forêt, mais de comprendre si tu peux communiquer avec le vivant de manière plus subtile. On prendra le temps. » Après ce premier tour, Monsieur Pierre proposa de poursuivre la discussion dans une petite serre attenante, où il cultivait des espèces plus fragiles. Sur une table de travail se trouvaient des cahiers remplis de dessins, de notes et même de photographies de plantes en pleine transformation. Il montra à Lucie comment il consignait méticuleusement chaque observation, chaque floraison, chaque interaction avec des insectes pollinisateurs. Élodie et Julien, restés en retrait,
semblait fasciné par la minutie du professeur, qui expliquait ses méthodes avec passion. Lucie, de son côté, tournait les pages d'un gros classeur rempli de schémas, découvrant ainsi l'ampleur de ce que la science pouvait analyser sur le cycle de vie des végétaux. Ce que tu vois là, ce sont des années de relevés. Je note la température, l'humidité, la phase de la lune, tout ce qui peut influencer la croissance d'une plante. Parfois, j'observe des corrélations surprenantes, expliqua M. Pierre. Alors j'imagine ce que ça pourrait donner si quelqu'un, comme toi, parvenait à influer d'une façon ou d'une autre sur ces processus. Il sourit à Lucie. Bien sûr, on est encore dans le domaine des hypothèses, mais je ne ferme pas la porte. La nature est pleine de mystères. La fillette sentit une bouffée de gratitude l'envahir. Jamais un adulte n'avait accepté de prendre sa parole au sérieux à ce point. Elle envisageait déjà de ramener elle aussi un carnet et de tenter d'y consigner ses moments de communion avec la forêt, même si elle ne savait pas encore quels paramètres mesurer. Monsieur Pierre, remarquant son intérêt, l'encouragea. « Tiens, prends celui-ci si tu veux. » Il lui tendit un petit cahier vierge à la couverture solide. « Pour tes propres observations, note la date, l'heure, l'état du ciel et ce que tu ressens physiquement. Plus tard, on pourra comparer ça avec mes relevés. » Lucie accepta le cahier, le serrant contre sa poitrine comme un trésor. Elle réalisa soudain qu'elle venait de franchir un cap. Quelqu'un d'expert, un vrai scientifique, reconnaissait la valeur de son expérience et lui proposait d'en faire un objet d'étude, sans moquerie ni condescendance. Les larmes lui montèrent presque aux yeux, mais elle se contint. Elle ne voulait pas qu'on la prenne pour une petite fille trop émotive, même si elle l'était parfois. Élodie, qui avait observé la scène, posa une main sur l'épaule de Lucie, avec un sourire complice. Après avoir passé un long moment dans la serre, Monsieur Pierre invita tout le monde à repasser au salon, suggérant de faire une pause pour grignoter quelque chose et discuter des étapes suivantes. Avant de sortir, il désigna une petite porte au fond de la serre. Derrière, j'ai un autre espace, un peu plus expérimental, où je tente de réhabiliter des plantes menacées. Peut-être pourras-tu y jeter un œil un jour, mais chaque chose en son temps. Lucie hocha la tête, sachant qu'elle ne devait pas brûler les étapes. Déjà, ce lieu regorgeait de merveilles qu'elle n'avait jamais vues. De retour au salon, un plateau de fruits et de biscuits les attendait. L'ambiance s'était détendue, comme si chacun mesurait l'avancée significative de cette matinée. Julien, posant sa tasse de café, s'adressa à Monsieur Pierre. « Comment voyez-vous la suite ?» Le professeur fronça doucement les sourcils et répondit qu'il serait intéressant que Lucie revienne avec des notes, peut-être après ses balades dans la forêt, pour lui faire part de ce qu'elle aurait ressenti ou tenté. « Je n'ai pas l'intention de la soumettre à des tests, comme un objet d'étude, » reprit-il aussitôt, le regard tourné vers la fillette. « L'idée, c'est plutôt de l'aider à comprendre ses sensations et à trouver un équilibre. Il ne faut pas qu'elle s'épuise ou qu'elle se mette en danger. » Lucie sentit un élan de reconnaissance l'envahir. Personne n'avait jamais parlé d'elle en ces termes, avec un tel mélange de pragmatisme et de respect. Elle acquiesça vivement, précisant qu'elle continuerait à noter attentivement ce qui se passait quand elle aidait une plante malade ou quand elle se sentait aspirée par l'énergie d'un lieu. Élodie, émue, encouragea Lucie à poser toutes les questions qui lui traversèrent l'esprit. Mais la fillette, encore bouleversée par la confiance que M. Pierre lui témoignait, préféra garder le silence pour l'instant. Elle savait qu'elle aurait 1000 interrogations plus tard, une fois seule. Ils échangèrent encore quelques propos légers, faisant connaissance dans la bienveillance. Lucie apprit que M. Pierre avait parfois collaboré avec des chamans d'Amazonie, qu'il avait découvert des traditions ancestrales surprenantes dans divers coins du monde. À mesure qu'il racontait ces anecdotes, la fillette s'ouvrait à la possibilité que ce qu'elle vivait n'était pas forcément unique, que d'autres, ailleurs, avaient peut-être déjà exploré ce lien profond à la nature.
Cette idée la réconfortait, lui laissant entrevoir un avenir où elle ne serait pas seule à porter ce don. Enfin, la visite s'acheva. Monsieur Pierre proposa à Lucie de revenir dans quelques semaines, lorsqu'elle aurait eu le temps d'accumuler quelques observations et de réfléchir à d'autres questions. Julien et Élodie, satisfaits, se levèrent, remerciant chaleureusement le professeur pour son accueil et son ouverture d'esprit. Lucie, quant à elle, serra le petit cahier contre son cœur comme un gage d'espoir. En sortant, elle remarqua de nouveau les photos de forêts lointaines accrochées dans le couloir. Elle se demanda si, un jour, elle aurait la force de voyager ainsi, pour découvrir d'autres aspects de la nature et mieux comprendre ce qui l'animait. Une fois dehors, elle fut saisie par l'air vif, bien différent de la chaleur douce du salon. Monsieur Pierre leur fit un signe d'au revoir, toujours souriant. Julien aida Lucie à monter dans la voiture et Élodie s'installa à ses côtés. Tandis que le moteur ronronnait, Lucie jeta un dernier regard à la demeure où l'on distinguait la haute silhouette du professeur. Au fond d'elle, elle savait que cette rencontre marquait le début d'un chemin nouveau, semé de découvertes, de doutes et, peut-être, d'une compréhension plus profonde de son pouvoir. Les papillons dans son ventre s'étaient apaisés, remplacés par une flamme discrète mais tenace. Elle se sentait prête à avancer pas à pas vers ce qui l'attendait. Sur la route du retour, Lucie resta silencieuse, la tête appuyée contre la vitre. Elle laissait défiler les paysages sans vraiment les voir, absorbée par l'entretien avec Monsieur Pierre. Les paroles encourageantes du professeur résonnaient encore en elle, nourrissant un espoir nouveau. Julien, concentré sur la conduite, évitait de rompre la paix qui régnait dans l'habitacle, tandis qu'Élodie adressait parfois un sourire discret à la fillette, comme pour l'assurer de son soutien. Bientôt, les champs verdoyants cédèrent la place à des routes plus étroites. Lucie sentait son cœur se serrer à l'approche du village, craignant les réactions de ses parents ou des villageois, toujours prompts à juger. Pourtant, une flamme de détermination l'habitait désormais. Elle souhaitait poursuivre les observations suggérées par Monsieur Pierre, quitte à affronter les doutes qui naîtraient autour d'elle. Lorsque la voiture s'arrêta enfin devant la maison, le père de Lucie se tenait sur le seuil, l'air soucieux. Il salua Julien et Élodie avec une politesse un peu raide, puis ouvrit la portière pour aider sa fille à descendre. Le silence qui suivit en disait long sur son anxiété. Lucie remarqua que ses mains étaient légèrement tremblantes. D'une voix qu'il voulait calme, il demanda comment s'était passée la visite. La fillette évoqua brièvement l'accueil chaleureux et la gentillesse de Monsieur Pierre, sans entrer dans les détails. Elle sentait que son père avait encore du mal à admettre qu'un inconnu s'intéresse à sa sensibilité. Pourtant, elle était déterminée à le rassurer. Elle glissa alors qu'elle comptait poursuivre ses observations, prendre des notes et partager les résultats avec ce professeur bienveillant. Une fois à l'intérieur, la mère de Lucie apparut, essuyant ses mains sur un torchon. Elle adressa un sourire d'excuse à Julien et Élodie, puis proposa à chacun un verre d'eau fraîche. On percevait chez elle une forme de curiosité mêlée de prudence. Tandis que le père s'éloignait pour ranger sa veste, elle interrogea brièvement la fillette sur les détails de la matinée. Lucie, le cœur encore battant, lui résuma l'essentiel. Monsieur Pierre l'encourageait à observer la nature avec méthode, et elle comptait s'y atteler sérieusement. La mère hocha la tête, même si son regard ne dissimulait pas une pointe d'inquiétude. Elle craignait que toute cette affaire finisse par attirer l'attention du village où les commérages allaient bon train. Elle s'efforça néanmoins d'afficher un visage encourageant devant leurs hôtes. Après quelques échanges convenus, Julien et Élodie jugèrent plus sage de prendre congé, conscients que la famille avait besoin de retrouver un peu d'intimité. Avant de partir, Élodie glissa discrètement à Lucie qu'elle ne devait pas hésiter à l'appeler si elle avait la moindre question. La fillette acquiesça avec gratitude, soulagée de savoir qu'elle n'était pas seule.
Une fois la voiture repartie, le père proposa de discuter plus calmement autour de la table de la cuisine. Lucie les suivit, redoutant un interrogatoire. Pourtant, ses parents l'invitèrent simplement à tout raconter. La maison du professeur, la serre remplie de plantes et l'idée d'un carnet d'observation. Aux yeux de la fillette, leur écoute semblait plus ouverte qu'auparavant. Elle sentit un léger soulagement grandir dans sa poitrine, ravie d'avoir enfin leur attention. Le père de Lucie posa les coudes sur la table, fixant la fillette avec intensité. Il voulait comprendre ce qui la motivait tant. Doucement, Lucie avoua qu'elle avait le sentiment de pouvoir aider la forêt, même si elle ignorait comment. Elle parla aussi de la fatigue qu'elle ressentait parfois, signe qu'elle devait se montrer prudente. Sa mère, émue, lui conseilla de ne pas s'isoler davantage. Si un malaise survenait, il devait être au courant. Lucie promit d'être vigilante, heureuse que cette discussion se déroule sans tension. Quand elle mentionna Nuage et Prince, ses parents sourirent. Ces deux poneys lui apportaient de la joie au quotidien. Finalement, le père affirma qu'il soutiendrait sa démarche, pourvu qu'elle demeure raisonnable. Lucie sentit alors son cœur s'alléger, comme si cette validation lui suffisait. Les jours suivants, la fillette se concentra sur ses cahiers. Chaque matin, avant l'école, elle notait rapidement l'état du ciel, la température approximative et ses impressions en rejoignant l'enclos. Elle tentait d'observer ses poneys, guettant chez eux le moindre signe inhabituel. Parfois, elle s'aventurait brièvement dans la forêt, sans trop s'éloigner, faute de temps. Elle captait alors des bribes de sensations, un arbre dont les feuilles semblaient de plus ternes, un souffle de vent semblant lui souffler un avertissement. Le soir, après ses devoirs, elle consignait ses observations dans le carnet offert par Monsieur Pierre. Peu à peu, elle se familiarisait avec l'idée de collecter des preuves tangibles de son vécu. C'était étrange de mettre des mots sur des perceptions si diffuses, mais elle sentait déjà que cet exercice l'aidait. La maîtresse de l'école, intriguée par l'air rêveur de Lucie en classe, la questionna un midi. Lucie, peu désireuse d'évoquer ses investigations, éluda en parlant simplement de sa passion pour les animaux. Toutefois, Margot, une camarade plus attentive, remarqua les croquis que Lucie faisait en marge de ses cahiers, des brins de fougères, des glands ou encore des petites fleurs sauvages. Elle l'interrogea, curieuse de savoir si Lucie connaissait un endroit secret pour cueillir de si belles plantes. Cette dernière, mal à l'aise, se contenta de hausser les épaules. D'instinct, elle sentait que dévoiler son univers intérieur pourrait susciter moquerie ou incompréhension. Depuis toujours, elle craignait les réactions de ceux qui la trouveraient bizarre. Mieux valait préserver son secret, quitte à paraître réservée ou distante aux yeux des autres. Un week-end passa et Lucie décida de retourner auprès de la mare sombre, cette fois pour confronter sa peur. Accompagnée seulement de Nuage, elle s'enfonça dans les sous-bois au petit matin. Prince avait une légère raideur à la patte, alors elle préféra ne pas l'emmener trop loin. Les rayons du soleil naissant projetaient des ombres longues sur le sentier, renforçant le sentiment de mystère. Quand Lucie atteignit enfin la berge où elle était tombée précédemment, son cœur s'emballa. Elle ferma les yeux, tenta de calmer son souffle. Puis, doucement, elle posa une main sur l'eau, comme pour saluer la présence invisible qui l'avait troublée autrefois. Le silence se fit plus dense, presque lourd. Nuage renacla derrière elle, ressentant avec cette atmosphère étrange. Lucie retint son souffle, prête à accueillir l'inconnu. Rien ne se produisit immédiatement, mais Lucie perçut un léger frisson dans l'eau, comme si la surface répondait à son contact. Elle ne chercha pas à forcer une quelconque manifestation. Au contraire, elle attendit patiemment, gardant les yeux clos. Peu à peu, elle ressentit une vibration diffuse dans tout son corps, moins brutale qu'autrefois. Une sorte de chaleur parcourait ses bras, remontant jusqu'à ses épaules. Le souvenir de son étrange chute lui revint, mais cette fois, elle ne céda pas à la panique. Nuage s'approcha,
poussant un petit hennissement doux. Lucie rouvrit alors les yeux. L'eau était parfaitement calme, révélant son reflet. Elle se sentit étrangement paisible, comme si la mare l'acceptait enfin. Une sérénité nouvelle l'envahit, preuve qu'elle pouvait apprivoiser ce lieu jadis effrayant sans le moindre heurt. Avant de repartir, Lucie recueillit un peu d'eau dans sa gourde, sans trop savoir pourquoi. Peut-être souhaitait-elle montrer ce vestige liquide à Monsieur Pierre afin qu'il l'analyse ou en ressente l'énergie. Elle quitta ensuite la mare, un sentiment de fierté au creux du ventre, comme si elle avait franchi un cap important. De retour à la ferme, elle découvrit son père occupé dans l'enclos, prêt à ferrer un cheval malade. Voyant sa fille, il lui demanda si tout allait bien. Lucie répondit par un sourire énigmatique, en se promettant de lui parler bientôt de cette mare. Pour l'heure, elle préférait savourer seule cette victoire discrète. Elle savait qu'un nouvel équilibre s'instaurait dans sa relation avec la forêt. Et cela lui donnait du courage pour la suite. Doucement, elle caressa Nuage. Le dimanche suivant, Lucie se réveilla avant l'aube avec une détermination nouvelle. Depuis sa confrontation apaisée avec la mare, elle ressentait un surcroît de sérénité, comme si la forêt l'autorisait à avancer vers une compréhension plus fine de ses dons. Ses parents, à force de la voir partir si tôt, avaient fini par s'y habituer. Son père, surtout, veillait à ce qu'elle se repose suffisamment, redoutant qu'elle ne s'épuise dans ses explorations. Lucie, de son côté, continuait de noter ses observations dans le cahier offert par Monsieur Pierre. Chaque matin, elle consignait l'atmosphère du jour, l'humeur de ses poneys et le moindre signe inhabituel dans la nature. Elle se sentait prête à partager ses notes lors de sa prochaine visite chez le professeur qui l'avait invitée à revenir dès qu'elle aurait de nouveaux éléments à lui confier. Dès les premiers rayons de lumière, elle s'employa à soigner Nuage et Prince, vérifiant le léger problème à la patte de Prince. Heureusement, il semblait aller mieux. Après leur avoir donné un peu de foin, elle s'apprêtait à repartir vers la maison quand elle aperçut, au loin, la silhouette discrète de Margot, sa camarade de classe. La petite voisine, intriguée par l'enclos où Lucie passait tout son temps, s'était visiblement aventurée jusque-là pour l'observer. Lucie, surprise, hésita à l'inviter plus près. Elle savait que Margot risquait de poser des questions auxquelles elle n'était pas prête à répondre. Pourtant, elle ne voulait pas non plus se montrer impolie. Elle fit donc un signe de la main. Margot lui rendit un sourire timide, puis s'approcha de la barrière. « Je voulais voir tes chevaux », expliqua-t-elle rougissante. « À l'école, tu dessines toujours des poneys et des plantes, et je me demandais comment c'était chez toi. » Lucie hocha la tête, un peu mal à l'aise, mais elle ouvrit la barrière pour laisser la fillette entrer. Margot salua Nuage et Prince avec un émerveillement sincère. Elle s'exclama à plusieurs reprises sur leur petite taille et leur gentillesse. Lucie, touchée par cet enthousiasme, finit par sourire. « Ils aiment beaucoup les caresses. Tu peux les toucher si tu veux, » dit-elle. Margot avança sa main et Nuage se laissa faire, reniflant ses doigts avant de quémander une caresse. La scène était si simple, si douce, que Lucie en oublia momentanément ses craintes. Après quelques minutes, Margot, enhardie, osa demander « C'est vrai que tu te promènes toute seule dans la forêt ?» Certaines personnes au village racontent que tu parles aux arbres. Lucie sentit son estomac se contracter. Elle détourna le regard, incapable de répondre franchement. Au fond, que pouvait-elle dire? Que ce que les gens murmuraient recélait une part de vérité? Elle préféra rester vague. « J'aime juste être dans la nature, c'est tout. » La réponse parut satisfaire Margot, qui ne chercha pas à en savoir davantage. Avant de partir, la fillette demanda si elle pouvait revenir un jour, peut-être pour apprendre à brosser Nuage. Lucie accepta, presque soulagée de voir que son univers pouvait être partagé, du moins dans sa dimension la plus ordinaire. Une fois Margot repartie, Lucie rentra prendre son petit déjeuner. Ses parents semblaient plus détendus, la voyant socialiser avec une camarade de classe. Sa mère fit même un commentaire enjoué.
Tu n'es pas obligé de tout garder pour toi, tu sais. Parfois, parler aux autres fait du bien. » Lucie sourit, reconnaissante de ce conseil, même si elle savait que parler de ses dons restait délicat. Le jour avançant, le père de Lucie proposa qu'ils passent un moment ensemble au jardin. Depuis quelque temps, il remodelait un carré de terre pour y planter des légumes, et Lucie pouvait l'aider. La fillette accepta volontiers. Elle aimait travailler la terre, même si son esprit restait préoccupé par son prochain rendez-vous chez Monsieur Pierre. Durant la matinée, ils bêchèrent le sol, retirèrent les mauvaises herbes et répandirent un peu de compost. Lucie se surprit à poser la main sur chaque jeune pousse, guettant le moindre frémissement d'énergie. Son père, occupé à aplanir la terre, ne remarqua rien. Elle remarqua que certaines petites plantules semblaient plus vigoureuses que d'autres, et elle se demanda si elle devait intervenir pour les renforcer. Finalement, elle choisit de les laisser vivre leur propre cycle, considérant que ce jardin n'avait pas besoin d'une aide surnaturelle, mais simplement d'un entretien régulier. Néanmoins, elle prit note de ses impressions dans un coin de sa mémoire, prête à les inscrire dans le cahier plus tard. L'après-midi fut consacré aux tâches domestiques. Lucie voulut aller faire un tour dans la forêt, mais elle sentait qu'il valait mieux rester auprès de ses parents, qui semblaient heureux de partager quelques instants de complicité. Le soir, alors qu'elle terminait de ranger les outils, elle vit arriver Julien et Élodie, ce qui la surprit. Le couple semblait soucieux. Ils expliquèrent qu'ils avaient appris une nouvelle inquiétante. Les bûcherons comptaient élargir la zone de coupe dans les bois, prétextant un risque d'infestation par des parasites. Cela signifiait abattre bien plus d'arbres que prévu. Lucie sentit son cœur se serrer. Elle repensa à ces arbres marqués de peinture rouge, à la tristesse qu'elle avait ressentie. Pourrait-elle faire quelque chose? Elle en doutait, mais la colère montait en elle à l'idée qu'on touche ainsi au domaine qu'elle chérissait. Julien proposa d'en discuter avec Monsieur Pierre, afin de voir s'il existait un moyen de contester la coupe ou de prouver que ces arbres n'étaient pas tous malades. Élodie, de son côté, envisageait de mobiliser quelques habitants sensibles à l'environnement. Lucie, bouleversée, se tourna vers son père, cherchant un soutien. Il garda le silence, visiblement partagé entre la volonté de protéger la forêt et la crainte de se confronter à la mairie ou aux bûcherons. Le père suggéra finalement de prendre des informations concrètes. Si vraiment des arbres étaient en danger à cause d'un parasite, il fallait des preuves scientifiques. Lucie comprit aussitôt le rôle qu'elle et Monsieur Pierre pourraient jouer, mais elle redoutait de ne pas être à la hauteur. Les jours suivants, une tension flottait dans l'air. Plusieurs villageois discutèrent de la coupe prévue, certains y voyant une nécessité pour préserver les zones plus saines, d'autres une opération purement commerciale. La directrice de l'école, Madame Alain, entendit ces rumeurs et n'eut pas besoin de creuser longtemps pour faire le lien avec la passion de Lucie pour les arbres. Un matin, elle l'interpella à la sortie de la classe, jugeant bon de lui rappeler de ne pas trop se mêler de querelles d'adultes. Lucie, piquée au vif, répliqua d'un ton ferme que la forêt appartenait à tout le monde, adultes comme enfants. Cette rébellion inattendue surprit la directrice, qui la laissa partir sans mot dire. Lucie se sentit étrangement fière d'avoir défendu son point de vue, même si ses joues restèrent brûlantes de nervosité longtemps après. Enfin, Julien et Élodie revinrent avec une bonne nouvelle. Monsieur Pierre était prêt à se rendre sur place pour examiner les arbres menacés. Il avait contacté un confrère ayant de l'expérience dans les maladies forestières, espérant monter un dossier solide. Lucie, apprenant cela, sentit son cœur s'illuminer d'espoir. Peut-être qu'en prouvant que certains arbres pouvaient être sauvés, ils éviteraient un carnage injustifié. Elle proposa d'accompagner Monsieur Pierre lors de sa prochaine visite sur le terrain, certaine que ses propres observations pourraient être utiles. Élodie, malgré son inquiétude, l'encouragea. « Ton ressenti est un atout, Lucie. Peut-être percevras-tu des signes que la science mettrait plus de temps à repérer. » Le rendez-vous fut fixé un samedi matin.
Lucie se leva dès l'aube, s'occupant de Nuage et Prince comme à son habitude. Puis elle enfila de solides chaussures, un pantalon et une veste pratique. Elle n'oublia pas son précieux cahier, ni la gourde contenant l'échantillon d'eau de la mare qu'elle conservait depuis plusieurs jours. Ses parents la laissèrent partir avec un mélange d'inquiétude et de fierté. Le père, serrant l'épaule de sa fille, lui rappela de rester prudente et de ne pas se mettre dans une situation compliquée avec les bûcherons. Lucie acquiesça, déterminée, mais prudente. Julien et Élodie la conduisirent jusqu'au lieu convenu, en bordure de forêt. Monsieur Pierre et son collègue, un homme trapu aux cheveux gris, attendaient déjà, une carte à la main. Lucie éprouva un bref vertige en voyant ce dispositif qui paraissait si officiel. On aurait dit qu'une véritable étude allait démarrer sous l'impulsion de deux scientifiques motivés. Elle se présenta poliment au collègue de Monsieur Pierre, qui l'observa avec curiosité sans faire de commentaires. Puis tous s'enfoncèrent dans le sous-bois, là où des marquages de peinture rouge signalaient les arbres supposément infestés. Lucie reconnut certains troncs qu'elle avait déjà vus, et une douleur sourde l'envahit, comme si elle percevait l'inquiétude de la végétation. Monsieur Pierre commença par examiner quelques échantillons d'écorce, expliquant à haute voix les signes d'éventuelles maladies. Son collègue, muni d'une loupe, inspectait les fissures et les galeries creusées par d'éventuels insectes nuisibles. Pendant ce temps, Lucie se tenait un peu à l'écart, les sens en éveil. Elle ferma les yeux, posant la paume de sa main contre un grand chêne qui portait un signe rouge. Aussitôt, elle sentit un léger frémissement intérieur, comme un appel à l'aide. Elle perçut quelque chose de diffus, un malaise plutôt qu'une infection évidente. Inquiète, elle voulut en parler à Monsieur Pierre, mais hésita de peur de paraître fantasque aux yeux de son collègue. Elle le rejoignit finalement, prenant son courage à deux mains. « Je crois que cet arbre n'est pas vraiment malade », murmura-t-elle à voix basse, montrant le chêne. « Je sens plutôt de la fatigue, comme s'il avait souffert de la sécheresse, mais pas au point de devoir le couper. » Monsieur Pierre la regarda avec attention, puis il vérifia quelques détails, la couleur du feuillage, l'écoulement de sève. Son collègue, sceptique, examina l'arbre à son tour. « C'est vrai qu'il n'a pas l'air gravement atteint », finit-il par admettre. « On voit quelques traces d'insectes, mais ce n'est pas nécessairement un foyer actif. » Monsieur Pierre sourit discrètement à Lucie, comme pour la remercier d'avoir attiré l'attention sur ce détail. Le petit groupe poursuivit ses relevés. À mesure qu'ils avançaient, Lucie notait dans son cahier les impressions qu'elle ressentait. De temps en temps, Monsieur Pierre lui demandait si elle percevait un changement d'énergie d'un arbre à l'autre. Le collègue levait parfois un sourcil étonné, mais il n'interrompait pas leurs échanges. Julien et Élodie, en retrait, se contentaient d'observer, ravis de voir la fillette participer activement. Au fil des observations, il apparut clair que tous les troncs marqués n'étaient pas nécessairement condamnés. Certains avaient effectivement des signes de parasites, d'autres montraient juste un stress passager. Monsieur Pierre prit de nombreuses notes, parlant déjà d'envoyer un rapport préliminaire à la mairie. Vers midi, ils firent une pause dans une petite clairière pour déjeuner. Lucie, le cœur plus léger, profita de ce moment pour montrer son flacon d'eau de la mare à Monsieur Pierre, lui demandant s'il pouvait l'analyser. Le professeur accepta volontiers, intrigué par l'histoire de ce lieu mystérieux. Tandis qu'ils discutaient des méthodes possibles, Lucie remarqua que le collègue de Monsieur Pierre l'écoutait désormais avec plus d'attention, comme s'il commençait à prendre au sérieux l'apport singulier de la fillette. Elle éprouva alors une fierté silencieuse. Même si ses impressions n'étaient pas officiellement scientifiques, elles pouvaient contribuer à préserver ses arbres. Elle se sentait utile, en accord avec cette nature qu'elle aimait tant. Quand ils repartirent, l'après-midi était déjà bien avancé et chacun semblait fatigué. Monsieur Pierre promit de communiquer rapidement ses conclusions à qui de droit, espérant éviter une coupe excessive. Avant de se séparer,
Il remercia Lucie pour son aide et l'encouragea à poursuivre ses observations, lui disant qu'il la tiendrait au courant de l'évolution de la situation. Alors qu'elle remontait en voiture, Lucie jeta un dernier regard aux arbres marqués de rouge. Un élan d'espoir la traversa, peut-être avait-elle contribué à leur donner une chance de survie. Tandis que Julien prenait la route du retour, elle serra son cahier contre elle, convaincue plus que jamais de la nécessité de défendre la voix silencieuse de la forêt.